Première course, je gagne. Donc dans ma tête, je me suis dit, mais c'est trop facile. Carte, pas grand chose à faire, je suis super doué, quoi. Puis en fait, sur la balance, parce qu'il y a une balance dès qu'on sort d'une manche de carte, on se pèse et c'est au 100 grammes à 100 grammes près, quoi. Et moi, il me manquait 20 kilos. Mon père ne savait pas qu'il fallait mettre du lest. Deuxièmement, j'ai mis le lest. Et là, c'était pas du tout la même histoire. Je dis, là, Steph, faut que tu marques de petits points, c'est important. La saison, il n'y a pas beaucoup de courses. Je sais que ça va être compliqué. Je partais 18e. Et en fait, je pars 18 et je gagne la course. Et j'arrive là à 210, je soulage, et je décolle à 190, c'était le saut du rallye, quoi. Moi, je savais pas ça. Et là, je fais un saut de malade, mon copilote en l'air qui hurle. On vole 60 mètres à 2,50 m de haut. Donc, t'es comme ça, donc je vole comme ça. Sauf qu'en atterrissant, j'ai tout tordu, en fait. Et là, qui m'appelle, qui me dit, Steph, t'as vu, Peugeot arrête. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? C'est des trucs à la con, c'est sûr que c'est pas possible. Mais j'appelle quand même mon boss, qui me dit, bah ouais, Steph, on n'a pas eu le temps de te prévenir, mais on n'avait pas le droit, blablabla. Et là, tu te dis, mais tu passes de tout à rien. T'as la meilleure voiture, la meilleure équipe. Tu vis un rêve, quoi. T'es au Mans, la plus grande course au monde. Et là, plus rien, quoi. J'ai la chance d'essayer beaucoup de voitures différentes. Rien de mieux pour choisir une auto qui te correspond à 100%. C'est maintenant possible pour toi aussi avec le satisfait ou remboursé d'Autosphère, le partenaire de notre émission. C'est simple, tu achètes la voiture que tu veux sur leur site ou dans la concession la plus proche de chez toi et tu as 30 jours pour savoir si oui ou non, c'est bien la voiture parfaite pour toi. Alors n'hésite pas, fonce chez Autosphère. Bienvenue dans la boîte à gants, on est l'émission qui reçoit des personnalités du monde de l'auto et de la moto. D'ailleurs, dis-nous en commentaire quel invité tu aimerais que l'on reçoive par la suite. Et pense à t'abonner parce que vous êtes encore 80% à regarder ces épisodes sans lettres. Ça nous aide énormément pour la suite et au moins tu seras sûr de ne pas rater les prochains invités. Salut Stéphane. Salut. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants, même si en fait on est clairement chez toi. C'est toi qui nous reçois. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, sachant qu'on va revenir sur ton histoire? Je suis très content aussi de vous recevoir ici. Ça me fait plaisir. Stéphane Sarrazin, voilà. Pilote auto, on va dire, depuis toujours. Maintenant, patron d'équipe, mais passionné de sport auto. Et voilà, ma vie a tourné autour de ça depuis tout petit, donc on va pouvoir en parler. Et justement, tu sais, souvent, et clairement tu déroges pas à la règle, cette passion, elle naît dans l'enfance. Toi, t'es pas spécialement, si j'ai bien compris, un passionné d'automobile en tant que tel, mais vraiment de sport auto. C'est quoi un peu les fondements de tout ça? C'est ton père? C'est d'autres membres de ta famille? Il y a eu un déclic? En fait, nous, c'est mon père qui faisait du rallye, pilote amateur, régional et un petit peu national. Il a fait le Monte-Carlo avec une 2e place en Groupe N, donc plutôt pas mal. Il était perfo, mais lui, il faisait ça vraiment pour le plaisir. Ouais. Donc, sans vraiment avoir une approche professionnelle. Et nous, on a gravité autour. Et du coup, on allait sur les rallyes. Mais j'étais vraiment tout petit, mais j'ai déjà des souvenirs de ça, du Monte-Carlo dans le Turini, par exemple, voir passer les groupes B à l'époque. Et je pense que c'est parti un petit peu de là. Puis après, on a enchaîné par le kart. Et avant le kart, est-ce que tu t'es tout de suite intéressé? Parce que, tu sais, je me mets à ta place, tu es justement dans le Turini, tu vois ces groupes B passer qui sont des monstres, forcément ça choque l'image, la tête d'un enfant, le cerveau d'un enfant. Mais je crois savoir que tu t'es pas tout de suite dit: «Je veux faire du sport auto, je veux piloter». Tu es passé par autre chose avant? Ouais, j'ai fait du bicross. Bicross, ma mère m'a amené sur les compètes. C'était vraiment sympa, j'adorais ça. Puis mon père disait: «Bon, ça fait pas de bruit, il faut quelque chose qui fasse du bruit». Puis on a été faire du kart de loc en Espagne en vacances. Et on a fait du kart à Lloret del Mar. Et de cette petite session de roulage, en fait, on a acheté un kart dès qu'on est rentré à la maison. Et c'est là où j'ai attaqué la compète. Avec un kart d'occasion chez Alpha Karting, qui était le revendeur et constructeur de kart Alpha Kart très connu à Alès. Mais à l'époque, c'était une toute petite boîte. On a acheté un kart là et puis on a commencé les premières compètes. Et l'histoire a démarré de ce point. Et la compète, tout de suite, tu as cet esprit de compétition, c'est ton père qui l'a transmis? C'est parce que tu peux très bien te dire, «J'aime le kart, je vais en faire tous les dimanches avec les copains, mais j'ai pas forcément envie de faire, me confronter aux autres», tu vois? C'est vrai. En fait, bizarrement, non, je pense que c'est surtout moi, en fait. On a attaqué les compètes de kart amateurs, hein, régionales.
Mais de suite, je me suis dit qu'il fallait travailler pour gagner. Et direct, j'ai rêvé de Formule 1, mais je pense que 90% des jeunes, c'est comme ça. On rêve de F1, on rêve de, ouais, comme Prost, Senna à l'époque. Et en fait, c'est devenu notre routine, quoi, d'aller sur les courses de cartes le week-end, le roulage et tout. Et en fait, notre vie a commencé à tourner autour de ça. Mon père, lui, a arrêté le rallye, puisqu'il était, c'était en 86, je crois, 87. Il a arrêté ça et il s'est occupé à fond de moi, quoi. Donc là, tu as une dizaine d'années. Est-ce que tu te souviens de ta première course, ton premier meeting, ton premier week-end de course? Ouais, je m'en souviens très bien de celui-ci parce que, en fait, je commence la première manche, c'était à Montpellier, à Grabel, sur une course de ligue, on va dire, régionale. Et direct, première course, je gagne. Première manche, je gagne la course. Donc, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est trop facile. Carte, pas grand-chose à faire, je suis super doué, quoi. Et puis, en fait, sur la balance, parce qu'il y a une balance dès qu'on sort d'une manche de cartes, on se pèse. Et c'est au 100 grammes, à 100 grammes près, quoi. On doit faire un poids. Et moi, il me manquait 20 kilos. Mon père ne savait pas qu'il fallait mettre du lest. Donc là, si tu veux, deuxièmement, j'ai mis le lest. Et là, c'était pas du tout la même histoire. Là, je me suis retrouvé en fond de peloton. Et là, je me suis dit, non, il y a quand même du boulot. Je suis loin de dominer la discipline, on va dire. Donc c'est là où l'esprit de compétition rentre vraiment en jeu et te drive pour bosser et t'améliorer, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Après j'ai commencé à rouler de plus en plus régulièrement, à performer. Et après, j'ai rapidement eu des aides, en fait. Il y a un petit préparateur local qui m'a beaucoup aidé. J'avais les moteurs top, j'avais les châssis qui étaient prêtés et tout, donc ça nous a bien aidé. Et après, j'ai eu mes premiers titres de champion de France, junior, puis national. Donc j'ai évolué en kart au plus haut niveau. Mais on a rapidement arrêté parce fallait passer à la monoplace et le volant à Elf, du coup, que j'ai fait. J'avais 17 ans, j'avais pas encore 18 ans, pas encore le permis. Et du coup, en fait, l'année où j'ai arrêté, c'est l'année où j'aurais pu me battre pour le titre mondial. En fait, parce que j'avais fait une année en championnat du monde et là, il fallait rester une année de plus pour se battre devant. Moi, j'ai fait 10 au mondial et 4 en Europe, mon meilleur résultat. Mais il fallait rester en kart. Mais moi, l'idée, c'était pas de rester en kart, c'était de partir en monoplace et de gravir les étapes, quoi. T'as des souvenirs marquants un petit peu de cette époque? Des galères ou tu sais, des retournements de situation, des faits un peu inédits en piste? En kart, pas vraiment. Aussi, ouais, à Suzuka, en Coupe du Monde, j'étais devant en première ligne. Puis après, je casse les moteurs. Toutes les manches, je cassais les moteurs, en fait. Donc, je me suis retrouvé de rêver de podium ou de titre Coupe du Monde. Et puis, en fait, j'étais en fond de grille, donc c'était un peu galère. J'avais signé dans une équipe italienne qui était toute petite, BS Kart, qui se lançait. Donc, c'était un pari, parce qu'avant, j'étais chez Tony Kart. Et des gens très sympas, tout ça. J'habitais en Italie, donc j'ai appris à parler l'italien, c'était plutôt pas mal. Mais ouais, on n'était pas les plus perfos, en fait. C'était vraiment trop jeune dans l'approche. Après, au Mans aussi, en 91, on était très perfos, mais je me retrouve à faire la finale la deuxième finale. Nous, avec nos potes pilotes, Nicolas Minassian, Franck Montagny et d'autres, on appelait ça la Coupe des cafards. Mais du coup, je gagne cette course devant le champion du monde de l'année d'avant. Donc, il y avait quand même du level, mais c'était au Mans, d'ailleurs, à côté du Bugatti. Donc, ouais, des souvenirs sympas. Le kart, c'est un monde vraiment génial pour apprendre les bases, pour tout apprendre, la compète. Et ça m'a vraiment donné l'envie de rouler, de gagner, de travailler pour ça. Donc, je pense que pour un pilote, les fondations passées par le kart, c'est primordial. Tu disais que ton père a arrêté, lui, de rouler pour se consacrer à ta carrière naissante, que tu t'es installé en Italie, très jeune. Donc, il y avait tout de suite cette volonté, même si tu le disais tout à l'heure, tu rêvais déjà de Formule 1. J'imagine que tu étais quand même conscient que c'était loin tout ça. Mais en même temps, tu t'es professionnalisé super jeune. Ouais, c'est clair. C'est clair. La priorité, c'était vraiment le sport auto, quoi, le sport mécanique, quoi. Kart, monoplace, c'était ma priorité, même si je bossais à l'école. Mais toute ma vie était dictée par ça, pour ça. Et donc, à l'âge de 10-12 ans, déjà, c'était clair que je voulais faire ça. Je voyais pas d'autres solutions ou hypothèses, en fait. Quand on me posait la question, c'était toujours la même chose. C'est pilote auto, quoi. Mais tu te souviens du moment où ton père s'est dit je vais l'accompagner dans son rêve? Parce que
Tu sais, je me mets à la place des parents. En général, jusqu'à tes 18 ans, on n'en parle pas. C'est un choix de vie quand même particulier. Il a senti qu'il y avait t'avais un truc en plus, que t'avais ce talent, enfin, appelons ça comme on veut, qui fait qu'il y croyait. Oh, ouais, c'est clair qu'il a toujours été derrière moi, mais j'ai pas le souvenir vraiment où, en fait, ce qu'il voulait surtout, c'est que je sorte pas, que j'ai pas en fait, comment dire? Que j'ai pas envie de faire autre chose que ça. Ça, c'est sûr que des fois, dès que j'avais envie de sortir avec les potes, non, tu sors pas, on va aux cartes. Il était assez strict là-dessus, mais tout en étant un petit peu en retrait, en fait. Donc, il avait trouvé la bonne mesure. Puis il m'a bien aidé jusqu'à la monoplace. Mais en restant à sa place, mais c'est moi vraiment qui avait envie de ça, quoi. Puis après, quand ça devient ton monde, tu as tous tes potes dedans, donc en fait, tous les week-ends, tu es avec tes collègues, tes copains de piste, quoi. Donc en fait, c'est un monde, chaque monde est différent, mais c'est un monde quand même très sympa, dans lequel je me suis senti super bien de suite. Donc, t'avais même pas l'impression d'être privé de, entre guillemets, tu sais, de l'enfance normale d'un gars lambda. Quelquefois, oui. Ouais. Quelquefois, quand mes potes sortaient et tout, que j'étais ici, je me disais, attends, ils sortent, pourquoi pas moi, tu vois? En fait, pas vraiment. C'est pas, ça me l'a fait 2, 3 fois au max, quoi. Eux, ils allaient en discothèque, moi je restais, j'allais me coucher pour aller aux cartes le lendemain, quoi. Mais non, j'ai que des souvenirs super sympas et à aucun moment ça a été forcé, quoi. C'était vraiment l'envie de le faire. Donc là, t'enchaînes avec la filière elf, ce que tu disais tout à l'heure, donc t'as 17 ans. C'est tout simplement parce que t'as pas le choix par rapport au budget, c'est ça? Pour passer à la monoplace? Ouais, c'est ça. C'était la seule et unique possibilité, c'était de gagner le volant elf, puisque c'était le volant à l'époque, c'était incroyable. Le volant, ça te permettait de gravir les échelons jusqu'à la Formule 1, en fait. C'était une année pour apprendre, une année pour gagner. Déjà, il fallait gagner le volant, bien sûr. Donc là, le volant, c'est quoi? C'est 100 jeunes, 200 jeunes qui font une compète sur plusieurs mois, plusieurs sélections. Il y en avait 3 à l'époque, Le Mans, la CO, Manicourt et Castellet. Donc c'était 3 volants en même temps en fin d'année. Nous, avec les potes, on s'était partagé les volants parce qu'on ne voulait pas se fighter les uns les autres. Didier André, il avait fait Manicourt. Et Nicolas Milassian, il avait fait Castellet. Et moi, j'ai été au Mans. Donc c'était pas à côté d'ici parce que c'était quand même assez loin, mais en fait, on s'était dispatché comme ça. En fait, on roulait en carte ensemble tout le temps. On s'était dit, on va pas aller se tirer la bourre sur un volant puisque on a envie de gagner. Et du coup, c'était parti comme ça, en fait. Mais au volant, quand tu arrives au Mans, il y a 200 personnes et tout le monde veut gagner. Mais moi, dans ma tête, je savais que c'était moi qui allais gagner. Je m'étais dit, je sais pas, je voyais pas d'autre issue que la première place. T'as jamais douté et ça l'a fait. Ouais, ouais, c'est clair. C'était dans les monoplaces Formule Renault à l'époque, comme la F4 maintenant. J'avais jamais roulé, donc parce qu'il y en a qui préparaient le volant aussi, qui allaient faire des essais et tout. Moi, j'avais pas fait de roulage particulier. Et peut-être une fois, j'avais roulé quelques tours, mais je me souviens même plus si c'est après ou avant. Mais moi, j'avais vraiment pas de roulage. Et en finale, on n'est plus que 5. Et là, il y avait le jury et tout, grosse pression. Mais moi, dans ma tête, c'était clair et net que j'allais gagner, tu vois. C'était rigolo parce que quand on avait les briefings et tout, que je voyais tous ces pilotes ou ces aspirants pilotes, on va dire, parce qu'au début, on n'est rien du tout, quoi. On n'a pas du tout d'expérience. Et ouais, dans ma tête, c'était clair. Après, on pensait peut-être toujours tous la même chose, mais ce qui était bien, c'est qu'on était vraiment bien entouré avec les moniteurs de la CO. Et mon moniteur de l'époque, Laurent Sénéchal, m'avait dit, voilà, surtout tu sors de cette voiture, faut que tu n'aies rien à regretter. Et en fait, ça m'avait fait un petit déclic. Je m'étais dit, allez, je me donne à fond, quoi. Voilà. Après, il y avait le jury et tout, c'était cool. Là, tu te dis, bon, mais c'est bon, je suis arrivé, mais c'est pas arrivé, c'est juste le début du début, on va dire. Là, t'avais l'impression un peu naïvement que ça y est, t'étais entre guillemets sauvé, que t'étais pris en charge, que ça y est, C'est ça. ton rêve de F1 s'ouvrait, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ça m'a fait plusieurs fois dans ma carrière, ça. Mais en plus de ça, c'est que le volant, j'avais été financé. Mon père avait trouvé le financement par le biais du Conseil général du Gard, qui m'avait financé, je sais plus combien c'était, 15 000 francs à l'époque, comme ça. Il avait trouvé le financement pour faire ça, donc c'était cool. C'est cool. Et après, il a aidé Robin Dumas à avoir le même financement. Très cool, parce que oui, vous êtes les meilleurs ennemis sur la piste, les concurrents, vous êtes toujours suivis en fait dans votre parcours. Ouais, il a 1 an ou 2 de moins que moi, mais on s'est toujours suivis. Puis nos parents, quand nos pères roulaient
en rallye et course de côte ensemble. Donc, et puis, était amis. Donc, en fait, ouais, avec Romain, nous, on n'est pas proches, mais en tout cas, je le respecte et on a eu un peu des parcours différents, mais au final, on s'est retrouvés aux 24 heures. Donc, on a eu de belles bagarres très sympas. Donc là, tu gagnes ce volant. Comment ça se passe après? T'as un budget en fait pour arriver en monoplace? En fait, nous, à l'époque, ils nous payaient la saison complète. Donc, entre Elf et la CO, les deux réunis payaient la saison. Donc, quand tu rentres dans la filière, c'était ce qui est devenu l'académie. La filière, c'était une année pour apprendre, une année pour gagner, et ils gardaient à chaque fois le meilleur rookie. Donc, le meilleur rookie, première année, c'était moi. Je fais 5, je crois, de championnat, ou 4 ou 5. Et deuxième année, je gagne le championnat. Et après, tu passes en Formule 3. Et en Formule 3, ça n'a pas été pareil, parce que je me suis retrouvé à la Winfield au Castellet. Ça s'est pas forcément très bien passé. En tout cas, en Formule Renault, on avait dominé la saison, parce que j'avais fait 11 podiums sur 12 courses, 5 victoires. Chaque fois, on collait un casque sur la voiture, un casque de Senna. C'est quoi ce petit rituel? Pourquoi tu faisais ça? Bah, je sais pas, c'était parti de mon chef de voiture, je pense, mon chef mécano. Bah, d'ailleurs, on avait qu'un mécano par voiture, mais qui m'avait, moi, j'étais assez fan de Senna, même si j'étais plutôt pros quand même. Et on a mis les casques d'Ayrton, à chaque victoire, on collait un casque, en fait. Donc c'était quoi? C'était un espèce de sticker sur la voiture? Ah ouais, sur le capot moteur, on a aligné les casques. Et d'ailleurs, elle a une exposition à l'Académie au Mans. Elle est dans le showroom à l'Académie, cette voiture. Avec les stickers? Ouais, tout, ils l'ont tout refait Ah, c'est nickel. génial. Neuf. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, on fait une super saison. Après, un F3 plus compliqué. Mais un F3, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une garde pour la deuxième année, mais je fais des tonneaux à Poitiers. Et je me retrouve hospitalisé, donc j'arrête la saison. J'avais hernie discale. Donc t'as un gros crash. Ouais. Et là, ils te disent quoi? Ils te disent, donc, hernie discale, ça peut quand même être très grave. Ils te disent, c'est fini, ta carrière t'oublie? Non, du tout. Du tout. La Elf m'a beaucoup aidé. C'était Monsieur Tréma à l'époque à la tête de Elf. Avec Christian Loré, ils étaient topissimes. Et ils m'ont trouvé un hôpital à Paris, à la Salpêtrière. Professeur Saillant qui m'avait opéré de l'hernie discale, ou du moins ses collègues. Et j'avais été opéré, nickel. 2 mois après, j'étais au Mans de retour au Bugatti pour la dernière course de la saison. Et je crois que je fais 4. Donc, j'ai été absent de 3 mois. Mais là, quand tu te dis, tu vas arrêter la saison, pour moi, c'est fini. J'avais perdu 8 kilos, j'arrivais plus à m'habiller tout seul, mais je roulais quand même. J'arrivais même pas à monter dans la voiture. Donc, c'était chaud de faire la saison comme ça. Mais je voulais surtout pas arrêter. Je me disais, arrête, carrière terminée, quoi. Quand t'es jeune, t'as pas trop de recul et tu penses que ça va vite s'arrêter. Donc, je voulais surtout pas interrompre ça. Mais j'ai pas eu le choix parce qu'à la fin, je pouvais même plus faire mes lacets. Donc, c'était plus possible de rouler. Mais bon, je suis revenu 1 mois et demi ou 2 mois après à peine, en forme. Et par contre, après, j'ai pas été gardé et je suis sorti de la filière. Donc là, ça veut dire que tu perds tes budgets. Ouais. Et comment tu fais pour... T'es obligé de continuer avec beaucoup moins de budget et de bricoler un petit peu, quoi, c'est ça? C'est ça. Ouais. Il y a mon père qui fait un deal avec Laurent Domé à Alès, petite équipe d'F3. Vraiment petite équipe, mais super sympa. On fait la saison avec, je pense, je sais pas, avec rien, quoi, pas grand chose, quoi. Un quart du budget des top teams. Et là, je suis en tête du championnat F3 jusqu'à la dernière course. Du moins, je m'accroche à Albi. Bref, je perds le championnat pour quelques points, je fais 2. Mais vraiment, on n'avait pas de budget par rapport aux top teams comme le Graph Racing, ASM, qui est devenu ART après, avec Fred Vasseur. Il me semble que Fred était déjà à la tête d'ASM. Bon, bref, il y avait de belles équipes en face de nous. Nous, on était l'équipe du gars, à l'Est, et on se bat pour le titre avec un moteur Fiat qui était dépassé par rapport au moteur Opel. Le moteur Opel, c'était ionique. Mais ça m'a permis de me faire remarquer, en fait. Et me faire remarquer par Prost Grand Prix. Ce qui était quand même juste incroyable. Là, j'ai un appel. Mais surtout, je me mets à ta place. Toi qui as suivi le duel entre Prost et Senna dans ton enfance, Prost crée ce team, donc en F1 et en F3000, si je me souviens bien. Ça. Et tu te dis, ça y est, je touche mon rêve, c'est ça? Ah, mais là, c'est un truc de fou. Parce que moi, je suis ici, à Barjac. C'est compliqué, pas de budget. Et là, j'ai Cesare Furio qui m'appelle. Cesare Furio, à l'époque, c'était l'ancien patron de Martini, l'ancien Martini, les voitures avec les groupes B et tout ça. Bon, c'était le mec
c'était quand même quelqu'un de très reconnu dans le milieu, dans le plus haut niveau, qui avait rejoint Prost Grand Prix. Et du coup, Cesare Furio qui m'appelle. Moi, je croyais que c'était une blague. Qui me fait la blague, quoi. Parce que je croyais que vraiment que je voyais pas ça possible. Tu parlais bien anglais à ce moment-là? Du tout. Du tout. Du tout. Je sais même pas comment non, c'était un carnage. Italien peut-être, parce qu'il était italien? Ouais, mais italien, français, je crois qu'il parlait bien français quand même. Ok. Mais Cesare, il avait le métier. Et Cesare me demande si je veux participer à une sélection. Ils ont sélectionné plusieurs pilotes et tout. Il me demande si je veux faire la sélection. Bien évidemment que oui. Sélection à Manicourt avec, je sais plus combien on était de pilotes, 5-6 pilotes. Il y avait un Brésilien, il y avait un Belge, il y avait des Français aussi. On était à 5-6. Et là, j'arrive à Manicourt, Formule 3000. Donc pour moi, c'était le step de fou, quoi. Tu vois, la F3000, même si maintenant les voiles sont pas très belles, à l'époque, c'était incroyable. C'est comme la F2. Et là, je fais la sélection à Manicourt, qui se passe super bien parce que je fais meilleur temps et je suis sélectionné en fait. Mais là, il y a un petit hic, c'est que d'autres pilotes ont râlé parce que c'était Manicourt, j'étais français. Donc ils font une deuxième sélection à Barcelone. Barcelone, j'avais jamais mis les pieds. Donc, et là, Barcelone, c'est la même chose. Je leur mets pas mal et du coup, je suis sélectionné par Prost Grand Prix pour devenir pilote de Formule 3000 et pilote de réserve Formule 1. Donc là, t'as quoi? T'as à peine la vingtaine? Ouais, 23. Ouais, t'es tout jeune. Ouais. Et tu te dis quoi? Tu te dis, là, ça y est vraiment, Ouais. la F1, je suis aux portes des portes de portes. T'es considéré comme pilote professionnel, tu vis de ça? Ouais, je signe mon premier contrat avec Prost Grand Prix, avec un contrat payé et tout. Donc là, je me suis dit, c'est bon, je suis tranquille. Maintenant, je suis cool. En fait, c'était pilote. Mais c'était quand même une grosse somme à l'époque. Et ouais, c'était mon premier contrat pro, on va dire. Donc c'était plutôt cool. Ouais, j'ai un beau souvenir de ça. Et là, j'attaque les essais à Manicourt, à SCF1 à Manicourt, première fois, avec Jarno Trulli, ouais, qui roulait ce jour-là avec moi, en fait. On partageait Non, on avait une voiture chacun, je crois, avec ce casque d'ailleurs. Et là, j'étais à Manicourt, dans ma chambre d'hôtel, avec la combinaison de F1, avec tous les sponsors de l'équipe et tout. C'était énorme. Je me suis dit, ça y est, Là, tu vis le rêve, quoi. ouais, tu vis avec, exactement, un rêve. Tout gamin a envie de vivre et non, c'est un truc, un moment magique, quoi. Vraiment incroyable. Et là, je fais cette journée d'essai. Déjà, je pars des stands, je fais mes premiers tours. Quand je levais le pied, ça freinait tellement fort avec l'appui et l'engine, le moteur, le frein moteur. Du coup, ça freinait tellement fort, si tu veux, j'avais halluciné. Il fallait que je accélère pour arriver à l'épingle, à Adélaïde, l'épingle droite, à Manicourt. Et puis après, je m'y suis fait au fil des tours. C'était extraordinaire. Et je finis et je fais un temps mieux que Trulli. Je finis la journée devant Trulli. Il avait râlé même parce que soi-disant j'avais moins d'essence que lui, je crois. Alors je me souviens plus de la réalité, mais je sais qu'il avait pas très bien pris. Et Arnaud, c'était quand même un top pilote aussi. Voilà, donc les premiers pas après la F3 et rentrer chez Prost. Donc là, tu fais toute ta saison en F3000 et tu fais des apparitions en F1, c'est ça? Alors là, comment ça se passe? Je fais la 3000. Je suis donc déjà à 3000, la première course de la saison, sous la pluie en Allemagne à Oschersleben, un circuit paumé en Allemagne. Il pleuvait toute la semaine. Qualif sur le sec, mais le dimanche matin, tempête. Et là, mon boss de l'équipe qui gérait Prost Grand Prix en 3000, Dominique Delestre, me dit, ah Steph, faut que tu marques de petits points, c'est important, la saison, il n'y a pas beaucoup de courses. Je sais que ça va être compliqué, je partais 18e. Bon, c'était pas terrible. Faut que tu marques des points, quoi qu'il en soit, tout ça. Et en fait, je pars 18 et je gagne la course. Donc, course de fou. Donc tu l'as pas joué du tout safe au final. Non, j'ai joué, il fallait que je roule, quoi. Il fallait que je roule, que j'attaque. Mais partant en 18e, bon, il y avait Montoya, il y avait Edfeld, il y avait, je sais pas, tous les pilotes de l'époque. Et c'était tellement chaud, tellement dur et tout. Déjà, warm-up, j'avais fait deuxième temps sous la pluie. Donc déjà, warm-up, je m'étais dit, c'est quand même perfo, la voiture top. Moi, j'étais bien et tout. Et en fait, je suis remonté et on gagne, quoi. Donc souvenir de fou. Comment tu expliques avec le recul que t'aies pu mettre une carotte comme ça à plein de grands pilotes alors que tu pars 18? J'ai toujours été à l'aise sous la pluie. Les conditions difficiles, ça m'a toujours bien plu, en fait. Et
Ouais, j'avais une bonne voiture aussi, je pense, de la réussite, hein, parce qu'il en faut. Mais ouais, c'était... T'avais le flow, quoi. Ouais, exactement. Non, t'es vraiment top. Donc là, Dominique, il était comme un fou parce qu'il me dit, bon, je t'ai demandé des petits points, mais là, c'est plus, plus. Donc on avait attaqué la saison de folie. Je crois que je fais 6 au championnat, première année. Et là, la deuxième année, c'est là où je suis en test à Barcelone avec la F1. Donc c'est 99. Je fais un test à Barcelone et il y a Alain qui m'appelle, qui me dit, voilà, il y a Minardi qui veut te prendre pour le Brésil. Donc tu fais que cette course avec eux, parce que tu es engagé avec moi en 3000. Mais si c'est OK pour toi, tu peux faire la course. Quoi. À ce moment-là, c'était quoi tes rapports avec Alain Prost? Parce que certes, c'est son team, enfin, ça porte son nom, mais est-ce que tu le voyais régulièrement ou finalement de manière plus ou moins indirecte? Bah, nous, on a toujours été... on a une très bonne relation, en fait. Je faisais beaucoup de vélo avec lui, parce que moi, je suis passionné de vélo. Lui, il est passionné énorme aussi de vélo. Donc, du coup, il habitait dans le sud de la France, à une heure et demie de chez moi. Donc, dès qu'il était là, j'allais rouler à vélo. Donc, je passais beaucoup de temps avec lui sur le vélo. Bon, il était souvent derrière, mais d'ailleurs, non, on se tirait bien la bourre. On se tirait bien la bourre à vélo. Et du coup, j'ai eu la chance de quand même de passer du temps, d'apprendre des choses. Et Alain, c'est quelqu'un d'énorme. En termes de vision de la course et expérience, c'était génial de pouvoir partager ces moments. Et ouais, voilà, après, donc, Brésil qui arrive. Donc, mon premier Grand Prix de F1. Là, tu te dis, bon, mais ça y est, t'es sur la grille de départ d'un Grand Prix de F1, donc c'est extraordinaire. Là, à ce moment-là, tu stresses ou justement il y a zéro pression et tu te dis juste je suis à la bonne place, au bon endroit, au bon moment? J'ai pas le souvenir d'avoir trop stressé, en fait. Non, j'étais bien, je me suis dit, voilà, je suis où je rêve d'être depuis le début, depuis le kart. Donc, en fait, j'ai un souvenir juste sur la grille de départ. Et là, tu vois toute la grille et tout, tu te dis, mais c'est juste incroyable. En plus, au Brésil, les supporters à bloc. Et je me souviens juste qu'en essai, j'avais demandé d'être pas noté par rapport à Schumacher, je crois, à l'époque. Et puis, il y avait les écarts, ils étaient trop énormes. Après, il m'avait même pas noté par rapport à Frenzen ou je sais plus qui. Pour pas te déprimer, quoi. Ouais, c'est ça, ça. Moi, j'ai dit, pas notage Schumacher. Et il n'avait pas tout à fait la même voiture. Mais par contre, Ça, c'est par rapport au fait, tu me dis si je me trompe, mais il y a pas un moment où tu as été un peu rookie of the year et c'était justement Michael Schumacher qui t'avait donné le... Si, si. C'est plus ou moins cette période-là, non? 98. Ouais, Ouais. 98, quand j'avais gagné cette course sous la pluie et tout, il m'avait remis un trophée, je sais plus quand, mi-saison. Ouais, ça avait été Donc un peut-être bon moment, ça. peut-être qu'inconsciemment, il y avait bah, évidemment, Peut-être. Michael Schumacher, c'était la référence Voilà. pour tout le monde, mais C'était surtout ça que c'était tellement énorme. Tu sais, t'es un fun, tu te dis, non, pas notage Michael Schumacher. ah, c'est trop classe. Ouais, c'était énorme. Et en fait, là, ce qui était étonnant, c'est un FP1, en fait, free practice, première séance d'essai. Moi, j'étais chez Minardi, j'avais pas fait de test privé. La position était pas top dans la voiture. Et à l'époque, on avait une voiture de réserve qui était entre les deux voitures. Donc, Marc Géné, qui était mon équipier, qui est devenu un de mes équipiers chez Peugeot quelques années plus tard. Et là, j'avais la voiture de réserve, il y avait marqué Marc Géné. Juste à la fin de la FP1, puisque j'étais plutôt dans les 14, 15e positions, alors que normalement, on était toujours dernier avant-dernier. Ils enlèvent le nom Marc Géné et marquent Sarrazin dessus. Et j'avais halluciné, mais c'était les Italiens, quoi. Ils étaient à bloc. Du coup, je m'étais juste en quelques tours, l'équipe était à fond derrière moi. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir. Et à l'époque, c'était Giancarlo Minardi avec Monsieur Roumi, qui est décédé qui est décédé, mais qui était vraiment à fond derrière moi. Et après, voilà, il m'appelait pour me garder. Il voulait absolument que je fasse la saison. Mais dû à mes engagements avec Alain, je pouvais pas continuer. Je dis ça aussi pour remettre du contexte, mais Minardi, maintenant, c'est actuellement cette équipe, maintenant, elle s'appelle plutôt AlphaTauri ou alors les Racing Bulls. Mais à la base, c'était Minardi. Ouais. Et c'était quand même le petit poussé, en fait, la petite équipe face aux mastodontes. C'est ça. Ouais, exactement. Donc forcément, tu te battais pas avec les mêmes armes que... Non, non, c'est clair. Non, c'est une toute petite équipe. Puis à l'époque, il y avait quand même beaucoup d'écart, je pense, entre les équipes. Maintenant, ça s'est tout resserré. Il y a le plateau qui est peut-être à une seconde, on va dire, 1 seconde 5. Mais à l'époque, il y avait vraiment des écarts de fou, quoi. C'était toute petite équipe italienne, mais ouais, qui a marqué l'histoire parce qu'ils ont sorti tellement de pilotes. Alonso, Fisichella, Trulli. Donc, moi, ça aurait pu être le cas, mais j'aurais dû dire oui à ce moment-là. Justement, c'est quoi l'histoire? Donc tu fais cette super FP1,
t'es sous les meilleurs auspices. En tout cas, presque tu étonnes, en fait. On n'attendait pas ce genre de résultat de ta part. Tu overperformes. C'est ça. Quand tu es sur la grille de départ et que la course se lance, comment ça se passe? Bah, en fait, je perds l'aileron avant, en fait, parce qu'il y avait un problème de faiblesse d'aileron à cette époque-là chez Minardi, souvent les ailerons cassés. Et moi, je perds l'aileron avant, en fait, et dans le dernier gauche, la remontée, juste avant la ligne droite des stands, là, je perds l'aileron avant et je perds la voiture et je tape dans le mur et j'abandonne. Mi-course, comme ça, mais on était parti pour marquer des points, donc ça aurait été énormissime je crois que c'était devant Olivier Panis qui marque des points. À l'époque, c'était les 6 premiers qui marquaient des points. Si mes souvenirs sont bons, donc on était parti pour faire un truc de fou, vraiment de fou. Mais bon, après, c'est la course. Que de bons souvenirs. En tout cas, j'étais devant les Benetton. À l'époque, je crois que c'était Alex Wurtz, physique est là. Alex Wurtz qui est devenu aussi un de mes équipiers chez Peugeot au Mans après. Mais c'était juste énorme. Et donc là, je me mets à la place de Minardi. Ils voient le phénomène que t'es. Peut-être qu'ils veulent te garder, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ils veulent me garder, ils m'appellent et je me rappelle, j'étais à Montpellier. J'étais déjà avec Camille. Et là, il m'appelle plusieurs fois. Il me dit, on va te garder, quoi, faut que tu continues avec nous. En fait, Alain n'était pas d'accord avec ça. J'avais mon contrat chez Porsche Grand Prix. C'est là où je disais tout à l'heure que j'aurais peut-être dû dire oui, en fait, accepter ça, quitte à casser mon contrat avec Porsche Grand Prix. Et moi, à l'époque, Alain, c'était Dieu, quoi. Donc, Alain me dit non, c'est non. Voilà. T'avais d'une certaine manière aussi ce côté du fan, entre guillemets, qui avait vu le duel Prost-Senna et qui était peut-être un peu fasciné par tout ça, d'avoir Alain en patron par la suite. Mais c'est ça, à 100%. De toute façon, Alain, c'était tout début des années 2000. Il sortait de ses titres, il avait son équipe. J'étais pilote français dans une équipe française. Pour moi, c'était la place rêvée et même, il n'y a même pas de discussion, en fait. Hein. Moi, je lui faisais confiance à 200%. Donc, si Alain me dit non, l'année prochaine, j'avais l'option pour être chez lui. Donc, je restais chez lui et je faisais l'année en Formule 3000. Mais quand j'ai refusé Minardi, je me suis dit, j'espère que je le regretterai jamais. Alors, voilà, c'est quand même un de mes regrets d'avoir refusé. Mais bon, c'est comme ça. Parce que qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, tu refuses pour être chez Prost Grand Prix l'année suivante. Je refuse pour être chez Minardi, pour faire la saison entière. Ouais. Puisque suite au Brésil, ils voulaient me garder, en fait. Oui, mais tu refuses Minardi oui, pour être chez Prost. Pour être chez Prost. Tout à fait. Donc là, normalement, l'année suivante, t'es chez Prost. Ouais, mais non. Et il y a un retournement de situation. Ouais, alors là, je suis 2 au championnat. Je monte à Paris pour signer l'option pilote titulaire. Et je rentre dans le bureau d'Alain. Et là, il me dit, je peux pas te prendre. Je dois prendre Nick Heidfeld. Mais là, je partais à Spa, en fait. Et l'AFP m'appelle. Alors, vous avez signé? Et non, j'ai rien signé du tout. Donc, en fait, nous, j'étais sûr de rouler alors que ça n'a pas été le cas, quoi. Donc, il y avait des enjeux financiers par rapport au moteur et tout. Je pense au moteur Mercedes à l'époque avec Nick Heidfeld. Donc, ils prennent Nick, qui est devenu un pote à moi, et puis équipier chez Venturi en Formule E. Donc, moi, je me suis retrouvé, je partais à Spa, dernière course de la saison. Bon, Spa, je fais 5 en qualif, je prends le mur au premier virage, ce qui m'arrive jamais, qui ne m'arrivait jamais. J'étais plus là, quoi. J'étais mort, quoi. Donc, c'était un moment difficile. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est le milieu de la F1. Ce que je regrette aussi, c'est à ce moment-là de ne pas avoir eu de manager. Parce qu'en fait, dans ce milieu-là, il faut avoir un mec béton derrière qui t'aide à prendre les bonnes décisions. Parce que quand tu as 23 ans, 24 ans, en fait, j'étais seul, j'étais pas armé pour ça, en fait. J'aurais eu à l'époque Didier Coton, qui était le manager de l'époque un petit peu en vogue avec Hakkinen. J'aurais eu un mec comme ça. Je pense que peut-être que la décision aurait été différente, mais bon, après, ça fait partie de la vie. Ça m'a permis de faire d'autres choses. Ouais, t'avais pas peut-être un manque de recul sur la chose. Surtout, d'autant plus que c'est un peu l'ironie du sort, c'est que finalement, l'histoire a voulu que Prost Grand Prix n'a jamais eu le moteur Mercedes. Et que finalement, entre guillemets, tout ce plan qui pouvait avoir une certaine logique n'a pas abouti. Non, c'est clair. Ouais. Puis bon, après, ça s'est terminé. Et je suis quand même resté chez Prost Grand Prix, parce qu'après, je suis passé chez McLaren, en Formule 3000, en 2001. Et McLaren me voulait en tant que pilote d'essai. 3e pilote. Avec Hakkinen Coulthard. Et moi, j'ai dit non, je reste chez Prost. Incroyable. Ouais, je reste chez Prost.
Alain a négocié pour moi pour que je reste chez lui pilote d'essai et que je fasse que la Formule 3000 chez McLaren. C'était possible ce genre de montage. Ouais, un truc de fou. Ok. Et j'étais en Angleterre chez eux pour la négociation du contrat avec Ron Dennis et David Campion, l'ingé, ancien ingé d'Ayrton Senna et qui était un responsable du team de Formule 3000. En plus, j'avais un super contrat et tout, un truc de fou. Moi, j'ai refusé de rouler chez McLaren. Pilote d'essai. Quoi, troisième. Donc ça aussi, c'était une deuxième loupé, on va dire. Mais bon, j'ai fait la saison en 3000 chez eux. Ça s'est pas très bien passé. J'étais toujours premier aux essais et tout. Puis j'ai tapé fort à Silverstone en test. Puis après, la saison a un peu basculé. La relation, c'était pas top. C'est une de mes saisons loupées, on va dire. Mais par contre, là, j'avais une grosse pression. Je faisais des qualifs kata et je faisais des remontées de fou en course avec record du tour. 2 fois sur 3, j'avais le record du tour et je faisais des 5e, 6e. J'étais pas du tout à la hauteur à laquelle le team m'attendait, en fait. J'ai pas fait une bonne saison, vraiment. Moi, je pense perso déjà. Et puis avec la relation à l'équipe, c'était pas terrible. Tu dirais que c'est ça qui t'a mis vers la porte de sortie de la monoplace? Oui et non, parce qu'après, j'ai signé chez Toyota, 3e pilote. Ouais. Alors, j'ai quand même fait un comeback chez Prost Grand Prix en 3000 à Monaco, parce qu'ils m'ont demandé de faire ça. Ah ouais, tu t'accrochais, toi. Ouais. Et je fais, parce qu'il n'y avait pas de points à l'équipe, ils n'avaient pas marqué, ils avaient marqué 0 points, ils m'ont demandé de faire Monaco. Et je fais Monaco et je fais podium, 3e. Incroyable. Ouais. Je fais 3e, ça c'était, je crois que c'est Wilson qui gagne, qui est décédé malheureusement, Marc Weber, moi, et 4 c'est Sébastien Bourdet, qui était plus rapide que moi ce jour-là, mais il est resté derrière. Et Seb qui est devenu aussi un équipier chez Peugeot. Donc ouais, j'avais fait cette course-là, un one shot quoi, Monaco, boum, podium, c'était cool. Et ensuite, non, je signe chez Prost Grand Prix, chez Toyota, 3e pilote. 2001 et je fais tous les essais avec Toy. Donc j'ai enchaîné, en fait, j'ai eu la chance d'être remarqué, de signer avec Toy, avec Uwe Anderson à l'époque. Et là j'ai vécu des moments super sympas, je roulais tout le temps, beaucoup de kilomètres. Après ça s'est arrêté pour des raisons politiques, de contrat et de management, mais pas du tout liées au sport. Et c'est-à-dire, c'était quoi les raisons politiques, ça peut... Ouais, je préfère pas en parler, mais c'était pas clean. C'était pas clean du tout. Moi, j'ai été voir Hugues de Chaudac à ce moment-là parce qu'ils avaient accepté que je fasse Le Mans chez Oreca avec Hugues de Chaudac. J'avais expliqué toute l'histoire à Hugues et à ce moment-là, il me dit, bah, si tu veux, tu peux en parler dans la presse. Mais c'était pas mon but, donc on a laissé tomber et j'ai pas fait de bruit, puis mon contrat s'est arrêté. Mais c'était extra politique et rien à voir avec le boulot, parce qu'en fait, ça se passait plutôt très bien en test, j'étais très rapide et il parlait même de moi pilote titulaire pour 2002. Et en fait, je suis passé à côté de ça par rapport à mes choix, mais il y a des choses que je ne pouvais pas accepter. Ouais, des intérêts qui dépassaient le sport, quoi. Totalement. Et donc c'est ça qui t'a, pour le coup, orienté vers l'endurance et refermé le chapitre de la monoplace. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, quand là, Toyota, ça s'est arrêté, bon, je me suis dit, là, c'est mort. Et comme au Mans, j'ai trouvé une nouvelle vie, nouveaux objectifs. Parce que le Mans, quand t'as la chance de rouler au Mans pour la première fois, et c'est Hugues de Chaudac qui m'a donné la chance de le faire en LMP1 en 2001, c'est extraordinaire. Et j'étais avec Franck Montagny et Yannick Dalmas. Première expérience au Mans, quoi. Et là, c'était la folie, quoi. On était avec petite voiture, petite équipe à l'époque. Et on se battait directement. Je crois qu'en qualif, j'avais fait les qualifs, j'étais top 3 ou même 2, je crois. Devant Bentley, Audi, et tout. Il y avait beaucoup de constructeurs à ce moment-là. Et ouais, donc voilà, je me suis lancé dans l'aventure Le Mans 2001-2002 chez Oreca. 2002, on était très perfo, on était avec Nicolas Minassian, Franck Montagny et moi, tous les trois potes déjà du kart et tout, donc on se connaissait déjà très bien à l'époque. Et 2002, on fait quoi? On fait 5, je crois, 5 ou 6. Et vous avez réussi très vite, tous les trois, qui étiez quand même des pilotes de monoplace, donc plutôt individualistes, à vous adapter à ce système qui est beaucoup plus collectif, où en fait ton coéquipier n'est plus ton ennemi, mais ton ami, entre guillemets, c'est-à-dire que tu dois bosser avec lui. Là où en F1, c'est le premier homme à abattre, entre guillemets. C'est ça. Bah, monoplace, hein. Du moment où tu attaques la monoplace,
tous les mecs qui roulent contre toi, il faut les battre et c'est clairement l'objectif. Ton équipier, c'est le number one à battre, quoi. Alors Le Mans, c'est ce que je dis toujours, c'est que quand tu as compris Le Mans, c'est qu'en fait, tu es content quand ton équipier va plus vite que toi. Ça, c'est pour moi, c'est la règle. C'est-à-dire que quand le mec, il améliore le temps que tu viens de faire, que tu es content, c'est que tu as compris ce que c'était Le Mans, en fait. Si t'es pas content, c'est que tu as un problème. C'est que t'as pas encore saisi ce qu'était cette course de 24 heures qui est tellement difficile. C'est 3 mecs qui doivent aller vite. C'est pas un ni deux, c'est 3. Il faut que tout le monde soit super rapide. Et du coup, quand tu commences à prendre du plaisir, que le mec il va plus vite, tu te dis, bah, c'est top. Et après, j'essaierai de le battre. Si Évidemment, quand même. Voilà, ça c'est clair. Si tu as le chrono qui est affiché 3:24.0 et que tu as envie de faire 3:23.5, je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être différent. Mais en fait, Le Mans, c'est ça. Avec Nico et Franck, par exemple, il n'y avait pas d'égo, quoi. Tous les trois, on était tellement contents de rouler qu'en fait, on s'en foutait si c'était un ou l'autre qui faisait le chrono. On- C'était, c'était une bonne dynamique positive. Yannick Dalmas, la première année, c'était un petit peu différent parce que c'était le capitaine de l'équipe. Il avait gagné 3 fois le mois, je crois, avec 3 constructeurs différents. Et Yannick, il était plus âgé que nous. Ouais. Bon, on va lui expliquer, quoi. Mais bon, on a beaucoup appris avec Yannick. Et c'était la fin de sa carrière. Et nous, Franck, c'était le tout début, donc on était à bloc tous les deux. Mais non, Yannick, c'était une équipe vraiment sympa, qui nous a beaucoup apporté déjà à la base. Et lui, il nous a expliqué un peu Le Mans, voilà ce qu'était Le Mans en fait. Après, on avait eu des connards, on a chapeauté tout ça, donc avec lui, il n'y a même pas de place pour le hasard. Mais c'était top. Donc là, c'est à ce moment-là que tu passes de Hugues de Chenac au Reka à un autre monstre du sport auto et de l'endurance, à savoir Henri Pescarolo, avec Pescarolo Sport, c'est ça? C'est ça. En fait, fin 2002, je dis à Hugues, quand j'appelle Hugues qui a arrêté Le Mans, donc il a arrêté l'équipe, et je lui dis voilà, j'ai une proposition pour rouler chez Henri Pescarolo, donc qu'est-ce que vous en pensez, quoi? C'est devenu un peu mon mentor, on va dire. Et lui, il avait du mal à me dire oui, c'est bien d'y aller, il avait pas de mal. Au final, j'y étais. En plus, il y avait les mêmes partenaires, je crois, à l'époque. Et du coup, ouais, j'ai découvert Henri, un grand monsieur, quoi. Un grand monsieur en tant que patron d'équipe. Comment il est avec ses pilotes et tout. Moi, ce que j'ai pu apprendre avec lui et tout, c'était extraordinaire. En fait, il est, comme déjà, tu le respectes. Il a fait 32 fois le Mans, je crois. Et c'est un mec énorme, énorme. Tu sentais la différence justement du pilote avec un palmarès, ce qui n'est pas forcément le cas de d'ailleurs la plupart des team managers n'ont pas ce passé aussi illustre en tant que pilote. Tu sentais que ça avait une différence dans le management, même dans la manière de gérer ses pilotes? Bah, en fait, ce que j'aime avec des patrons pilotes aussi, c'est que ce que j'ai aimé, c'est que tu sais que tu parles d'égal à égal. Tu vas pas l'embrouiller sur la voiture, ça va pas ou non. Tu sais que le mec, tu vas pas lui raconter n'importe quoi. Au niveau de la course, c'est pareil. Au niveau des relais, c'est ça qui est génial. Que ce soit avec Alain Prost pour la monoplace ou avec Henri. Henri, quand il te faisait le meeting, t'avais pas envie de ne pas l'écouter, quoi. Donc c'était énorme. Mais on avait tous la pression. Avec Henri, il était dur mais droit, quoi. C'était cool. C'était cool. Bon, par contre, on galérait parce qu'on n'avait pas la voiture la plus perfo. Par rapport à 2001-2002 où on avait des voitures quand même qui se battaient devant. L'année 2003, c'était un peu compliqué avec le moteur, le package. En fait, on n'était pas devant, quoi. Et c'est pour ça que tu as fait cette espèce de pause où tu es sorti de l'endurance pour retourner à une discipline dont tu parlais dans ton enfance, qui est un peu une discipline de cœur, à savoir le rallye. Parce que c'est quand même d'un point de vue extérieur en tout cas, quand j'ai appris ça, c'est quand même un move qui est particulier, tu vois, de passer de l'endurance au rallye. Comment ça s'est fait, ça? En fait, parce qu'en 2003, j'ai aussi fait la Nissan en Espagne. Championnat Nissan en parallèle et tout, où ça marchait bien, mais je sais plus combien je fais au championnat. Je dois faire 4. On gagne des courses et tout, mais on avait une bonne équipe. Donc ça, championnat de Nissan, c'était quoi? C'était comme la 3.5. Ok, donc c'est la monoplace. Ouais, c'est la monoplace, ouais. Okay. Donc je faisais encore ça. Mais en fait, au final, j'étais quand même passionné par le rallye, puisque je faisais du rallye chaque année. Mon père montait un petit programme pour que je fasse un rallye en fin de saison depuis tout jeune, depuis la Formule Renault, en fait. Donc chaque fois, je
je mettais un pied en rallye, en fait. Et j'ai eu la chance en 2001 de faire le rallye du Var avec une Subaru WRC. Et là, je gagne le rallye du Var au général, quoi. Donc, c'était extraordinaire. C'était un moment de fou. T'as dû foutre la haine à beaucoup de mecs qui faisaient leur, enfin, tu sais, qui roulaient en rallye toute l'année. Toi, Ouais. t'arrives, tu prends ta victoire et tu repars, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, par rapport à ça, j'ai un souvenir qui est quand même terrible. C'est 94, je pense, ou 95, ma première année en Clio Williams, en coupe Clio, qui est devenue maintenant la coupe Rallye 5 R5 ou chez Peugeot Stellantis, la R4. J'avais fait une première rallye du Var. On m'avait dit, voilà, c'était à 1 seconde au kilomètre des meilleurs, ça sera extraordinaire. Et c'était Jean-Luc Cupissol, un ami à nous qui est motoriste connu en rallye, qui m'avait dit ça, tu vois. Et première spéciale, je fais une demi-seconde au kill du premier de la coupe. Je m'étais dit, bon, déjà, on est pas mal. Et j'avais fait le rallye avec un pote de la filière, Sébastien Boulet, quoi, qui était pas du tout copilote. Mais bon, à l'époque, les copilotes, à l'époque, c'était libre, les recos. Donc, on avait roulé. J'ai des souvenirs de fou par rapport à ça. Et C'est-à-dire que vous compensiez le manque de technique sur la c'est prise ça. de notes par rouler. Ouais, c'est ça. Exactement. Et j'ai un souvenir aussi que style il descendait de la voiture. On avait des Clio diesel, c'était l'un des voitures de location ou ma voiture Clio diesel. Et en fait, je prenais un virage, il me prenait le chrono, il me disait ah là t'es pas mal, il faudrait faire comme ça, mais c'était du grand n'importe quoi en fait. On était en mode circuit. Vous bossiez Ouais. virage par virage. Ouais, le virage. Ouais. C'était énorme. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait après ça? Ouais, donc et la deuxième spéciale direct, j'étais devant en fait. Donc déjà je m'étais fait je sentais que j'avais quelque chose pour le rallye parce qu'un coupe Clio quand tu es devant en direct c'est que ça marche. Puis après C'était un feeling particulier, quoi. Ouais, voilà exactement. Puis après il y a eu un arrêt de course, un pilote qui avait abandonné, Bernard Béguin. Et nous on a voulu quand même passer, lui il voulait interrompre la spéciale, nous on est passé, mais on s'est mis dans le fossé, on s'est sorti. Après on a roulé, on n'était même plus attachés, c'était un carnage. Du grand n'importe quoi. C'était les gamins qui voulaient Ouais. s'amuser et qui. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. On n'avait pas très bien géré. En tout cas, c'est un super souvenir. Mais bon, de là, j'ai vu quand même que j'avais quelque chose pour le rallye. Et d'ailleurs, j'avais même une proposition par Renault Sport pour éventuellement faire intégrer l'équipe avec Bugalski, Ragnotti, Bugalski. Donc, c'était quand même, on n'avait pas laissé, ça n'était pas passé inaperçu, on va dire. Mais à ce moment-là, tu avais préféré ne pas prendre cette option parce que tu préférais te concentrer sur le circuit. Monoplace. Ouais, carrément monoplace. C'était vraiment comme ça pour prendre du plaisir. Et pour revenir à 2003, donc Pescarolo et en fait j'étais un peu au bout et je vois sur Auto Hebdo la publicité de la Fédération française et si c'était vous en fait avec une photo de Peter Solberg à la WRC, donc la voiture qui te fait rêver. J'appelle le président de la Fédé, Jacques Lagis, qui était ici, et je lui pose la question si c'était sérieux et tout l'offre parce que c'était quand même pour une saison complète en WRC plus 3 manches en mondial, donc un truc énorme. Il me dit oui, c'est sérieux, mais pourquoi tu veux faire ça? Tu vas arrêter la monoplace et pourquoi tu vas arrêter le circuit? C'est pas une bonne idée. Bon, bref. Moi, je dis si, j'en ai marre. En fait, j'étais un peu, pas écœuré, mais j'avais envie de passer à autre chose. T'étais au bout d'un cycle, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. J'avais loupé l'objectif, en fait, principal. Je me suis dit, c'est bon, j'essaie autre chose. Et puis là, t'as quoi? T'as presque 30 ans à ce moment-là? Ouais, 30. Ouais, 30, ouais. Exactement. Peut-être pas 30, 29, quoi. Ouais. 29 quand il y a la proposition, je fais une sélection, hein, donc je réponds avec une lettre manuscrite et tout. Et je réponds à ça, je suis sélectionné, je fais la sélection. D'abord, j'ai une entrevue avec le patron de Subaru France et ouais, je crois que c'est Subaru France et tout. Et là, je fais la sélection. Il y avait quelqu'un de la fédération aussi qui était là, qui gérait les jeunes. Et cette sélection, j'arrive à la sélection le matin déjà, et je vois passer les mecs. Je me dis, non, mais s'il faut rouler comme ça sert à rien. Je vais pas pouvoir faire ça. Et les mecs qui étaient en travers avec les WRC, c'était spectaculaire. Mais en fait, je les ai démontés parce que j'étais propre et plus efficace. Donc là, j'ai été pris pour le volant et du coup, une nouvelle aventure qui démarrait. Donc 2004, saison entière en championnat de France asphalte. Et là, c'est une année de folie avec Alexandre Menguet, qui lui était sur Peugeot. Chez Peugeot, en fait, on se tire la bourre tous les deux pour le titre. Et c'est moi qui gagne à la fin, mais on était très serrés tous les deux et c'était une super bagarre. En tout cas, très bonne entente, ambiance sympa. Après, à l'époque, il y avait beaucoup moins de WRC quand même, beaucoup moins de voitures qui pouvaient gagner que maintenant, en fait. Parce que maintenant, on voit en championnat de France, en CFR,
t'as 7-8 mecs qui vont vite. Ouais, 5-6 mecs qui vont vite. Alors que nous, on était moins nombreux que ça. Mais j'avais 3 rallyes en championnat du monde. Et là, mondial, il y avait tout le monde. Et on commence le premier rallye en Allemagne. Et donc en Allemagne, j'avais jamais mis les pieds, bien sûr. Donc je bosse les vidéos par des cassettes un magnétoscope à l'époque. Et là, on arrive en Allemagne, j'étais top 5 direct. On était avec les meilleurs, quoi. Donc 5-6 peut-être. Donc ça veut dire que tu étais avec ta voiture privée, parce que c'était quand même une voiture privée, au même niveau que les voitures usines, quoi. C'est ça. J'étais au milieu des voitures usines, en fait, voitures privées, pneus pas confidentiels. J'avais les pneus, parce qu'en fait, à l'époque, tu avais les pneus que tu achetais au camion, pour les pilotes comme moi, les pilotes débutants ou les amateurs. Et après, tu avais pour les top teams, les constructeurs, tu avais les pilotes, les pneus de dev, les pneus confidentiels qu'on appelait. C'était des pneus prototypes, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et je parle de ça parce que je les ai eus par la suite. Mais donc j'arrive en Allemagne, voilà. Et en fait, il y a un saut en Allemagne dans, je sais plus quel spécial de l'armée là. Il y a un saut de malade. Et en fait, tu as une descente style 200 mètres droite à fond, 100 mètres gauche à fond. En fait, tu es à 200. Et là, tu arrives en reco, tu vois ça et tu vois une espèce de montée comme ça, une jump de fou. Moi, je marque avec Patrick Pivato à l'époque, je marque soulage. Et j'arrive là à 210, je soulage, et je décolle à 190, sauf qu'il y avait le truc Red Bull et tout, il y avait des tribunes et tout, c'était le saut du rallye, quoi. Moi, je savais pas ça. Je savais pas que ça allait sauter autant, en fait. Comme je voyais les WRC à la télé qui sautaient, mais c'était sur la terre. Ce qui n'a absolument rien à voir avec les suspensions asphalte. Et là, je fais un saut de malade, mon copilote en l'air qui hurle. On vole 60 mètres à 2,50 m de haut. On était comme ça. Ça va que la Subaru, elle était assez équilibrée, parce qu'il y a certaines voitures qui piquaient du nez. Donc, je vole comme ça. Sauf qu'en atterrissant, j'ai tout tordu, en fait. Les amortisseurs, la voiture, elle était fatiguée après ce saut-là. Et tu lui as mis des roues directrices, etc. Enfin, elle était en j'ai crabe, mis quoi. du carreau, quoi. Ouais, c'était plus possible. Et du coup, on a perdu des places et on a terminé 9e ou 10e. Mais j'avais quand même marqué des points et terminé le rallye. Et puis, tu as vécu des sensations. Ah ouais, bah surtout mon copilote, surtout Patrick. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin de la spirale, il m'avait pu annoncer les dates parce que le pauvre, il avait fait, parce que moi j'ai le volant, mais il avait rien du tout à côté. Donc, non, c'est un souvenir de fou. Mais bon, j'étais con parce que décoller à 190 km/h, mais je pensais pas en même temps que ça allait décoller comme ça parce qu'en reco, c'est limité, tu passes à 80 km/h. Donc à 80, de se projeter, que t'as jamais fait le truc. Mais bon, c'était pas les suspensions de terre. Donc là, je fais ça, c'est super fou. Après, j'arrive en Corse, on fait 6 en général. Donc Tour de Corse extraordinaire, 6e, on se tire à la bourre avec toutes les voitures officielles. Et Catalogne pour terminer, et là on fait 4. On fait 4 et on se bat pour le podium avec Carlos Sainz. Et je fais mon premier scratch en mondial. Et c'est en Catalogne que j'ai eu les pneus confidentiels pour la première fois. Donc c'était assez sympa. Donc là, tu as vu une différence de fou en termes de... Ça change vraiment tout? Bah ouais, plus de grille, plus de perf. Ouais, rien à voir. Mais je les ai eu après avoir fait mon scratch. Michelin à l'époque, ils étaient cool, mais ils ont tardé à me les donner quand même. Et on fait 4. Et là, suite à ça, j'ai Subaru World Rally Team qui me propose un contrat de 2 ans pour être pilote officiel en championnat du monde, équipier Peter Solberg. Donc là, c'est incroyable. Ouais. Parce que là, je me mets à la place, tu vois, des Carlos Sainz et toutes ces stars du rallye. Te voir arriver comme ça, à te mettre dans le pack. Ils ont dû te regarder avec peut-être un certain, à minima, de l'interrogation, voire du dédain, je sais pas, mais ça a dû être bizarre pour eux quand même. Ouais, mais c'était cool. C'était cool. Carlos, il était assez. En fait, comme on se battait pour la 3e et 4e place, mais j'étais quand même. Il était plus vite que moi. Il était chez Citroën à El Axara, qui était quand même la meilleure voiture. Seb tuait tout le monde. Seb Loeb. Et il vient me voir le matin, en fait, avec mon choix de pneus. Et il me fait, non, c'est pas le bon choix, là, t'as pas fait ce qu'il fallait. Bon, il était assez, et en fait, je fais le scratch, et après, il est venu me voir, il m'a dit, respect, t'avais raison. Donc, c'était trop bon, parce que Carlos Sainz, c'est quand même un monstre. Déjà, à l'époque, c'était un monstre, donc, j'ai beaucoup de respect pour ce grand monsieur. Et voilà, donc après, je signe chez Subaru en championnat du monde avec ProDrive, pilote officiel chez Subaru. Ouais. Je suis en train d'analyser le nombre de rêves de gamin que t'as réalisé à ce moment-là. T'as 30 ans. Ouais. Bon, t'es pas allé jusqu'au bout de ce que tu voulais en monoplace, mais tu y as quand même goûté. Endurance, rallye au meilleur niveau. Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui peuvent raconter une histoire aussi variée, tu vois. Ouais, c'est clair. En fait, souvent, le problème, c'est que, bon, moi, je vis
pour moi, pour vivre ma passion, et j'aime le sport auto en général. Tu me donnes n'importe quelle voiture, j'aime rouler. Et c'est pour ça qu'après, je suis passé par pas mal de disciplines. Mais déjà, j'ai la chance de faire ce que j'aime, de faire ma passion, d'en vivre. C'est juste une chance de fou, quoi. Extraordinaire. Donc, c'est clair que, ouais, en peu d'années, en fait, j'ai pu faire la F1, le WRC, et être dans des équipes de fou, quoi. Comment ça se passe du coup chez Subaru avec Solberg? Alors, Peter, lui, déjà, première fois où je le vois, c'est test Suède. Non, Monte-Carlo, pardon. Monte-Carlo, et là, ça se passe mal, puisqu'il me dit, en anglais, il me dit, t'as triché. T'as triché, parce qu'en fait, comme je l'avais battu au Catalogne, le mec, il avait mal vécu, il était sûr que j'avais triché, alors que moi, j'avais pas triché. J'étais resté chez moi, il n'avait pas triché, j'avais bossé les Il vidéos. sous-entendait que tu avais repéré les routes parce avant. qu'en fait, c'était limité à ce moment-là, donc c'était 2 passages ou 3 passages, je pense que c'était 2 passages, déjà, mondial. Et là, Peter, il me prend de haut, il me dit, ah, t'as triché et tout. Mais après, il a appris à me connaître, et après, on est devenus potes. Et il savait que j'avais pas triché. Mais au début, la première fois où il me voit, bam, il m'a mis un tacle comme ça. Il pensait pas que je puisse le battre à la régulière. Et moi, je l'avais battu à la régulière. Donc, voilà. Après, moi, je savais au fond de moi que c'était la réalité, quoi. Mais après, Peter, c'était un super gars. On s'est éclaté. Voilà, c'était sympa d'être avec lui chez Subaru. Bah, c'est un phénomène quand même. Parce qu'il était à bloc sur les réglages. Et le problème des pilotes de rallye, c'est que souvent, ils n'ont pas la chance d'avoir eu les années de travail en circuit. Que nous, on attaque à 10 ans, en fait, et on commence à régler les cartes. Donc, nous, on est formaté pour régler les voitures, pour faire la mise au point. Et en rallye, ils attaquent tard. Et du coup, ils ont un petit peu de retard technique là-dessus. Mais Peter, il était focus sur les différentiels, sur les amortisseurs. C'était assez incroyable. Tu veux dire que des fois, il te faisait trop de nœuds au cerveau et Pas quitte des à se fois. perdre un peu? Ouais, pas des fois, tout le temps, en fait. Style, on était en reco avec une Groupen, Subaru Groupen pour les recos, un truc qui n'a rien à voir. Il faisait des clics d'amortisseur, il appelait l'ingé, je crois que c'était FX de maison à l'époque. Ouais, j'ai essayé ça en reco, il faudrait essayer ça sur la voiture de course. Je dis, non, mais t'es sérieux ou quoi? Ça n'a rien à voir. Mais rien à voir, quoi. C'était Peter. Donc Peter, il était assez incroyable là-dessus. Mais bon, voilà, on s'est éclaté, où il m'a impressionné, surtout c'est en Suède. Donc Monte-Carlo, j'étais devant, c'était assez logique pour moi. Mais Suède, j'arrive en Suède au test là-bas. J'avais jamais mis un pied en Suède. Les clous Suède, je savais pas ce que c'était. Et là, on me dit, bah, la veille au soir, tu vas monter avec Peter. Ça fait 2 jours qu'il roulait sur la neige. Et là, je monte avec Peter, de nuit. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais? C'est pas possible. C'est pas du tout ce que je sais faire. J'avais peur. Le mec, il roulait à 200, il y avait des rochers énormes, les arbres énormes, et il sautait, il s'appuyait sur les murs de neige. Alors moi, je me suis dit, il veut m'impressionner, les 5 premiers kilomètres. Mais on a fait 50 kilomètres comme ça. C'était son univers, quoi. Et là, je me suis dit, bon, ok, bah, c'est pas du tout fait pour moi, la neige. J'ai commencé à rouler le lendemain matin, du coup. Et là, les virages, lui, il passait à fond en 5, et moi, je tombais à 3. Parce qu'en fait, les clous suèdes, c'est pas comme la terre. Faut être hyper agressif pour aller planter le clou et pour avoir le dur. Et moi, j'étais plutôt smooth, et c'était pas du tout la façon de faire. Mais même au niveau de l'engagement, la technique et tout, j'étais pas du tout au niveau, quoi. Donc, et c'était une année Suède où il y avait pas beaucoup de neige, donc pas beaucoup de murs pour s'appuyer non plus. Mais là, j'avais dit respect. C'était pas du tout. Puis bon, direct, jamais fait de rallye avant sur la neige, donc c'était particulier. Et j'étais loin, j'étais à 2-3 secondes au kill, je pense, tout le rallye. Mais dans tout ce qui était lent, j'étais comme lui. Dès que c'était rapide, il me démontait, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que les rallyes en Finlande, en Suède, c'est souvent les Scandinaves qui sont devant, parce que c'est une autre école, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est tellement particulier. Ouais. La Finlande sur la terre encore, c'est Seb, je crois, a gagné. Didier Auriol avait gagné en Suède. Ouais, t'as raison. Et Didier Auriol avait gagné en Suède en freinant pied droit. Alors ça m'a toujours impressionné. Ah oui, c'est Parce que pour tenir une voiture sur la neige en freinant pied droit, je sais toujours pas comment c'est possible. Parce que là, tu contrôles ta voiture pied gauche. Mais Didier Auriol, en l'ancien, il avait fait ça. Et Didier, d'ailleurs, un pilote de folie, donc beaucoup de respect. Bref, voilà, donc les années avec Peter. Et puis ça m'a amené aussi à revenir au circuit en 2005 avec ProDrive, avec la Stone. Comment tu fais une transition justement entre Encore une fois, c'est assez fou de faire un passage circuit rallye, rallye circuit.
Honnêtement, je réfléchis depuis tout à l'heure à des exemples, mais il n'y en a pas des masses de personnes qui ont fait ce genre de passage comme toi. C'était une volonté de ta part de revenir au circuit à ce moment-là, comme si tu avais fait une petite pause et tu voulais y retourner? Du tout. En fait, du tout. Moi, j'étais focus sur le rallye, mais David Richards me dit, on n'a pas les budgets pour te faire full saison, donc il me donnait 6 rallyes, un jour de test. Maintenant que j'ai mon équipe, je peux te dire que ça n'a rien à voir. Les pilotes, je les prépare au maximum parce que tu peux pas condamner à l'exploit le pilote. Il faut au moins le préparer. Et en fait, David, il n'avait pas le budget pour me faire la saison complète, donc je partageais la saison avec Atkinson, qui lui amenait du budget. Chris Atkinson. Et du coup, là, David, il me dit, par contre, moi, je veux te faire rouler un circuit. Ben, je dis, non, je veux pas faire du circuit. Je veux faire rallye. Et il insiste. Il me dit, ouais, on a un programme aux États-Unis avec Aston Martin, les 24 heures du Mans et tout. Ouais, je me dis 24 heures, même si une GT, ça peut être sympa. Et là, je prends la route de l'avion plutôt pour Sebring, États-Unis. Et là, je découvre nouvelle équipe, nouveaux équipiers, nouveau championnat de folie aux US. Et j'arrive à Sebring. Alors là, pour le coup, c'était plutôt un circuit rallye parce que c'est un circuit qui est vraiment très bosselé, très atypique. Et là, je repars en circuit, quoi. Et là, les premiers tours de roue, je me dis, mais où je suis, pareil. Je suis accéléré, j'étais pas calé et tout. Il m'a fallu quelques tours avant d'avoir le bon feeling avec la voiture. J'avais jamais fait de GT non plus. Donc, très, très spécial. Tu regardes, quel souvenir de cette auto? Parce que pour moi, en tout cas pour ma génération, c'est une auto absolument mythique. La DB9, c'est la version coursifiée de la DB9. T'as un V12 6 litres, si je me souviens bien, ça rugissait comme jamais. Ouais, c'est un monstre, un truc de fou. C'est fou, c'était une caisse de folie. L'Aston, tu partais des stands, c'était incroyable, moteur de fou, mais ça marchait vraiment. Le châssis, on avait une équipe avec ProDrive, George Warchapel qui était à la tête de l'équipe, qui était incroyable. Ce mec, c'était obsédé de la performance, mais de fou, et qui travaillait à bloc. Il y avait David Richards qui était là tout le temps. J'avais des équipiers de folie. Et non, j'en garde un souvenir fantastique. On s'est tiré la bourre avec Corvette pendant 2 saisons. 2006, j'ai été élu pilote de l'année là-bas. Parce qu'on avait fait une saison de fou. Surtout à Laguna Seca, à la dernière course, on se battait porte contre porte pour le championnat. Donc ouais, dans des souvenirs, des courses géniales au Canada, on a roulé à Mosport, je crois, le circuit. Enfin, on a fait des circuits de fou, Aircart Lake, des circuits à l'ancienne en fait, des montées, des descentes, des murs en béton, pas des circuits européens ou modélisés pour la F1 avec les grands dégagements, quoi. C'était vraiment des circuits à l'ancienne. Tu sors, ça fait mal, quoi. Ouais, tu sors, ça tape direct les murs en béton. J'ai fait Petit Le Mans aussi là-bas. En fait, on testait beaucoup aux États-Unis, on faisait beaucoup de tests pneus et tout. Donc on roulait tout le temps. Et on avait un niveau, mais dans cette voiture, mais juste avec mes équipiers, c'était un niveau de fou. On arrivait à un niveau d'exploitation que j'ai peut-être retrouvé ça chez Peugeot et Toyota. Surtout chez Toyota parce qu'on roulait beaucoup, mais un niveau où la voiture, t'en tires tout ce que tu peux, quoi. D'ailleurs, tous les pilotes qui arrivaient, qui ne roulaient jamais dedans, ils étaient à la ramasse et le team manager ne les prenait même pas dans l'équipe. C'était assez particulier. Vous avez fait les 24 heures du Mans avec, et si je me souviens bien, vous auriez pu faire quelque chose. Ça s'est joué un petit peu, pas jusqu'au dernier moment, mais il y a eu, j'imagine qu'il y a un moment où t'as cru que ça allait le faire et qu'il allait y avoir course gagnée, non? Ouais. On était en tête de la course, avec un tour d'avance sur Corvette. Il restait 50 minutes. Et là, on avait la course et le patron un partenaire à nous de PlayStation qui me dit, bon, génial, Steph et tout. Ça y est, victoire de folie. Et là, je regarde l'écran dans le box et je vois ma voiture qui est à l'arrêt. Déjà, tu sais pas si c'est la tienne, parce qu'il y a toujours 2 voitures. Et là, Georges, avec mon partenaire là, j'en revenais pas, quoi. Et en fait, c'est Steph Ortelli qui était dans la voiture, qui fait le dernier stop. Et en fait, il fallait surtout pas faire patiner l'embrayage avec le V12. Et là, il a légèrement fait patiner, dernier stop, embrayage usé et l'embrayage qui lâche. Et on abandonne à 45 minutes de l'arrivée, quoi. Donc là, tu passes de tout, fantastique, à 0. Mais bon, c'est pour ça que on dit toujours le monde décide de son vainqueur. Donc là, c'est un bel exemple. Justement, tu parlais de l'époque avec la 908 HD, donc l'énorme moteur diesel. D'ailleurs, on a la chance d'en avoir. C'est fou cette pièce. Je pensais pas que je verrais ça un jour dans ma vie. Dans l'aluminium. C'est dingue. Un cadeau de
la dernière année de chez Peugeot, fin 2011. Bruno Famin qui m'a offert cette pièce. C'est absolument fou. Tu dirais que c'est la caisse qui t'a le plus marqué dans ta vie? Oui, quand même, parce que c'était une caisse de fou. On avait un moteur diesel révolutionnaire. On tournait autour d'Audi, alors que c'est eux qui gagnaient le Mans la plupart du temps, parce que nous, à chaque fois, on avait un petit problème. Mais en termes de performance, cette voiture, elle était juste extraordinaire. Les concepteurs de la voiture, le châssis, bon, le moteur, l'aéro. D'ailleurs, tous mes équipiers de chez Toyota, à chaque fois que je parlais de la voiture référence, la Peugeot, ils me chambraient à la fin. Ils me disaient arrête avec ta Peugeot. Et je rêvais 908, quoi. Et non, mais c'était quand même une voiture de fou. On a fait, je crois que je fais 3,17 quand je fais le record du circuit, que j'ai gardé quand même pas mal d'années, 3,17,5. Je crois que c'est au 3,17,6. Bon, bref, c'était une voiture de folie. En qualif, moi j'avais la chance de faire la qualif. Peugeot me nommait capitaine et c'est pour ça que j'ai eu la chance de faire les 3 pôles d'affilée. Ouais, c'était un souvenir de fou. C'est quoi l'histoire derrière ton arrivée chez Peugeot? Parce que je crois savoir que c'est Jean-Pierre Nicolas qui est à l'origine de tout ça. Je te dis ça parce que semaine prochaine, on va encore se faire un épisode avec lui. Incroyable. Et c'est assez drôle en fait que l'histoire soit faite comme ça. Et je crois que c'est lui, à ce moment-là, il devait peut-être partir à la retraite. Ça devait peut-être la fin de sa carrière. C'est ça. C'est un peu son cadeau de départ. En tout cas, c'était un cadeau énorme pour moi parce que 2006, il vient me voir en Catalogne. J'étais sur un parc de regroupe. Il me dit Steph, l'année prochaine, on repart avec Peugeot. On revient en 24 heures du Mans avec la 908. Donc moi, je savais, puisque dans la presse, on voyait cette voiture. On voyait un proto. Je sais pas si tu te rappelles, mais blanche et rouge. Ça faisait du bruit, quoi. Et là, il me dit, on revient et tout avec cette voiture. Et on aimerait t'avoir dans l'équipe. Mais c'est pas moi qui décide. C'est mon successeur, qui sera Serge Saulnier. Donc Serge, c'était un patron d'équipe de F3. Qui a tout gagné en F3 en Angleterre avec Nicolas Minassian, avec Renault et tout. C'était top team. Je me souviens plus le nom de son équipe d'ailleurs. Promatech, je crois. Bon, enfin. Et il me dit, c'est Serge qui va décider de ses pilotes. Et moi, je te mets top de la liste. Jean-Pierre Nicolas. Moi, Jean-Pierre, j'avais jamais bossé avec. Et c'était un grand monsieur aussi, quoi. Donc, moi, j'étais encore chez Aston et chez Soub. Et là, je me suis dit, constructeur français, pilote français, ça peut être extraordinaire. Et, Est-ce que tu voyais entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une sorte de revanche par rapport à ce projet qui était fini inabouti justement du pilote français avec Prost Grand Prix? Est-ce qu'il y a eu une réminiscence? Pilote français, écurie française? Non, pour le coup, non. Pour le coup, non, en fait. Puis bon, je suis pas rancunier, je suis passé à autre chose. Non, sans parler de rancune, mais plus, tu sais, une revanche personnelle par rapport à toi-même. Non, mais je trouvais que l'histoire ça pouvait être terrible. Parce qu'en fait, en général, quand c'est franco-français et tout, je sais pas, il y a vraiment une émulation de fou, quoi. Cocorico, ouais. Ouais, c'est un truc de malade. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vécu. Donc, il me dit ça. Il me dit Serge qui décidera. Et donc, je rencontre Serge Saulnier, qui me prend. Moi, je lui dis, mais Serge, j'ai aussi un équipier chez Aston qui est top, c'est Pedro Lamy. Pedro, topissime. Du coup, il a pris Pedro. Donc, j'ai amené mon équipier et ami, pote, mais surtout ami, Pedro Lamy, qui est un équipier exemplaire pour le Mans. Et on l'a pris de chez Aston, je l'ai fait venir chez Peugeot. Et Aston ne voulait pas me laisser partir parce que ça se passait super bien. Et même mon patron, Georges Wardchapel et même David Richards, ils m'ont augmenté le contrat à bloc et tout. Mais moi, je dis, c'est pas une question d'argent, c'est juste une question de projet et équipe française. Pour moi, je peux pas refuser, quoi. Voilà. Puis je pense que tu as bien fait, parce que la voiture a été folle, on en parlait. Ouais. Est-ce que tu dirais avec le recul que tu as été un peu, je sais pas si c'est le bon terme, chat noir, mais tu as quand même fait 4 deuxièmes places, si je dis pas de bêtises. 4 fois deuxième. Donc 2 fois avec Peugeot et 2 fois avec Toyota, on parlera plus tard. Et à chaque fois, pole position. Je sais même pas si t'as pas le record de nombre de pole position, parce que c'était assez fou. Si, je l'ai le record avec Jackie X. Ok. On n'est pas, je crois qu'il y a quelqu'un de plus. Je sais pas si c'est Emmanuel Pierrot. Bon, enfin, on est 3, je crois, à avoir le record, le ex-aequo. Mais en fait, si, parce que moi, je faisais la pole à chaque fois et je gagnais pas. Donc, mes mécanos, tout le monde me disait, il faut arrêter de faire la pole. On gagne pas, il faut arrêter. Ça n'a aucun sens comme conseil.
Ouais, mais c'est un truc de fou. Et tu sais, Le Mans, en fait, le problème, c'est que c'est une année où tu penses qu'à ça. Tu penses qu'à ça, tu prépares Le Mans, même si toutes les courses sont importantes. Mais c'est Le Mans, Le Mans, Le Mans. Et du coup, quand tu répètes ça toute l'année, non, mais il faut arrêter de faire la pole. C'est ce qu'à chaque fois, on gagne pas. Ben, au final, je suis parti en qualif, j'avais pas envie de faire la pole, hein. Et je fais deuxième temps. Donc, je crois que c'est Bourdais qui fait la pole cette année. Donc, t'en as gardé sous le pied volontairement. Ah ouais, c'est exactement ça. Je roulais, mais je me dis non, il faut surtout pas que je fasse la pole. Je vais pas gagner. Ça va nous porter la poisse, quoi. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Ça me revient, c'est incroyable. Et donc, bon, on n'a quand même pas gagné. Donc, en fait, au final, c'était débile. Mais bon, c'est comme ça. C'est une époque et ouais, c'était particulier. Mais en tout cas, Peugeot Sport, c'était vraiment devenu une famille. Ils étaient à fond derrière moi. Je sais pas, c'était une petite équipe. Il y avait peut-être 80 personnes, 80 ou 100 personnes, mais au final, c'était extraordinaire. Ce qu'on vivait ensemble, c'était juste fou, quoi. Fou. Au niveau humain, sportif. Et tous les mecs, les mécanos, les ingés, tout le monde était tourné pour la performance. C'était génial. Vraiment, j'ai eu la chance, beaucoup de chance de vivre cette époque-là de 5 ans avec eux. C'est quoi les souvenirs que t'as peut-être je sais pas si c'est le bon terme, mais des galères qui font que, in fine, il n'y a pas eu de titre, alors que super pilote, super auto, super équipe, tous les ingrédients pour que ça y aille, au moins une fois. À chaque fois, tu peux mettre ça sur la malchance, sur ce qu'on veut, mais t'as des souvenirs précis de galères qui ont été des moments un peu décisifs? Bah, en fait, Peugeot, on a gagné les championnats quand même, mais qui était pas encore championnat du monde, mais c'était le LMS lié, euh, c'était devenu l'ILMS, je crois. Ce qui est devenu le WEC après. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Ouais, il y a eu un changement pendant. International, le Ouais, Club. oui, t'as raison. C'était pas efficace, enfin, c'était pas reconnu. Bon. Mais ouais, si tu veux, quand on est en 2010, que Franck Montagny, on est en tête de la course, on domine, performance, on gère la course, et que là, on casse les bielles de bon matin à 7h20, alors qu'avec Nico Minas, on se regardait, on disait, bon, là, ça commence vraiment à sentir bon. Et une heure après, on était en pleurs. Donc, en fait, Le Mans, c'est ça. Enfin, Le Mans, tant que t'as pas passé la ligne, c'est pas gagné. Mais on l'a vu des années plus tard avec Toyota quand j'étais chez Toy, avec la voiture sœur. Mais non, il y a des moments comme ça qui étaient difficiles quand on prend la décision de passer d'un système de vitesse pneumatique à hydraulique, où là on savait qu'on perdait la fiabilité, mais pour le gain de la performance. Et en fait, on va à Sebring, on casse tout. Il y a eu des moments difficiles en fait, où ça a été un peu des prises de tête avec les ingés, avec les choix techniques. Mais bon, eux, ils savaient, in fine, c'est eux qui savent, c'est les ingés qui décident, c'est pas nous, les pilotes, on donne notre feeling, mais on n'est pas là pour donner les choix ou les directions techniques. On donne notre avis et ce que l'on vit dans la voiture, mais après, c'est eux qui décident. Et encore plus les boss. On est là pour exécuter, nous. Mais non, il y a des moments, mais bon, j'en garde que de bons souvenirs. À part quand le programme s'est arrêté, où là, ça a été un drame pour tous les pilotes, tous les employés de l'équipe, tous les gens qui étaient sur le projet en fait, quand on nous a annoncé que ça allait se terminer. Donc, mais voilà, au global c'était plus que positif. Voilà. Tu sais, j'ai fait un épisode avec Franck Montagny et il évoquait une année, alors j'ai plus en tête exactement l'année que c'est, mais il évoquait c'est pas une stratégie, mais en tout cas un moment où Olivier Canel, qui dirigeait donc l'équipe, vous a demandé de figer les positions en fait. Je crois que vous étiez deuxième à ce moment-là. C'est ça. Et lui, il expliquait de son point de vue qu'il avait une frustration parce que vous aviez largement le niveau d'y aller, c'était pas le sujet. C'était juste que c'était une consigne de course. Toi, tu l'avais vécu comment à ce moment-là, cette année-là? En fait, il y a une année où ouais, on est en tête, on est avec. En fait, ils avaient décidé de mettre les Top Gun. Ils appelaient ça les Top Gun. Sébastien Bourdais, Franck Montagny et moi. Ils estimaient que sur les 9 pilotes qu'ils avaient, les 3 Français, on était les 3 les plus à même de faire gagner la voiture, du moins de participer à la victoire. Et cette année-là, on est en tête de la course. Et Seb Bourdais s'accroche à Mulsanne. Il tape une Porsche de Pilet, un pilote, très bon pilote. Et en fait, il fait les freins, mais beaucoup trop tard. Et en fait, si tu veux, au Mans, pour moi, il faut pas attendre la joue pour se faire battre.
C'est-à-dire que quand tu vas faire un dépassement, oui, on est en mode presque qualif, mais on est en mode aussi où on n'a pas le droit de faire d'erreur parce qu'on est là pour qui? On est là pour notre employeur, notre équipe, tous les mecs qui ont bossé 1 an pour arriver à cet objectif, c'est les 24 heures. Et en fait, t'es pas là à rouler pour toi, quoi. Donc, c'est pas possible. Et moi, le principe, c'était vraiment de doubler à des endroits où je ne tendais pas la joue pour me faire battre. C'est-à-dire que tu vois le flot de la voiture, tu vois comment ça se passe. Et c'est toujours d'aller à l'opposé de ce que le mec peut te faire, parce qu'il y a aussi des amateurs. Et l'endurance, c'est ça, il faut accepter. Et nous, avec les LMP, on arrivait tellement vite par rapport au GT que le mec qui regarde dans son rétro, j'en ai fait 2 ans que j'étais là-bas, donc je sais comment ça se passe. Tu rentres ton rétro, tu vois personne, et tu braques, et il y a la voiture qui est là et qui te fait les freins. Donc ça va à McDo, ça va très très vite. Et nous, en tant que pilote, voitures les plus rapides, on n'a pas le droit de risquer, en fait. Juste pour que les auditeurs aient un peu la vision de la chose, c'est quoi les écarts de perfo au tour entre CGT, on va dire vraiment tout en bas, et vous qui arrivez à Mec 12? Bah, les gars, ils roulaient en 4 minutes. 3,55 en qualif, on va dire 4 minutes. Et nous, on roulait en 3,20. Ouais, c'est bon. Sur 40 secondes. Alors, le mec, il est à 260, nous, on est à 340. Et quand il freine à 120 mètres, qu'il est en galère totale avec la voiture parce qu'elle est lourde, c'est quand même une GT. Et toi, t'arrives, tu freines 40 mètres plus tard et la voiture, elle bouge pas et c'est la folie. Bon, bref. Et Seb fait cette erreur. On se retrouve dans le bac à sable. On nous remet sur la piste. On perd le lead. En fait, on se retrouve deuxième derrière la voiture qui était la voiture la plus lente de l'équipe. Il y avait David Brabham, Marc Genet et Alex Wurz. Là, c'était la voiture qui était censée rouler tranquille et ne pas faire d'erreur, et la voiture qui était là pour fermer la marche, quoi. Pour assurer, en fait, quelque chose. Pour assurer les points ou le podium, bon bref. Et là, on se retrouve deuxième derrière cette voiture. Et nous, on roulait en 3,25, 3,24. Et ils roulaient en 3,32, donc on leur mettait entre 5 et 10 secondes au tour. Et on avait, je sais pas, on devait avoir un tour de retard. Et là, Olivier Kennel, le boss de l'équipe, nous dit, on fiche les positions, on verra ce qui se passe, on fiche les positions. Et c'était hyper tôt, hein. C'était le soir, je crois. Et là, Franck, il dit non, moi je fiche pas les positions. Franck, il roule à bloc. Il restait à bloc. Kennel qui dit non, mais si tu fais ça, tu remonteras plus jamais dans une Peugeot, en gros. Nous, j'ai pas le choix. T'es obligé d'écouter le boss. Tu roules pour lui, c'est eux qui paient. C'est grâce au constructeur que t'es là, c'est pas toi qui finance. Donc, avec Seb, on écoute. Donc Franck, il avait un peu les boules. Et d'ailleurs, je pense qu'il m'en voulait, vous nous en voulez, mais c'était pas possible. Au pire, il nous aurait relevé de la puissance, ça aurait fait la même chose, ou il nous aurait demandé de laisser passer la voiture. Donc du coup, c'était un moment difficile. Quand tu sais que tu peux gagner, bon, on a fait une erreur, on est sorti, Seb il est sorti, on est ensemble. Et en fait, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et là, voilà, Franck, il a pas accepté ça, mais bon, après, hein, c'est comme ça, c'est la course. Tu parlais tout à l'heure de la fin de Peugeot. Je crois qu'elle a été particulièrement brutale. Tu te souviens un peu des circonstances dans lesquelles tu as appris ça? Ouais. En fait, 2011, fin d'année 2011, on prépare 2012. Et moi, on est tous partis. En fait, il y a une partie d'équipe qui est à Sebring pour faire les essais hivernaux. Moi, je suis encore ici, je pars le lendemain. Et un pote à moi qui m'appelle. J'étais à Montpellier, j'étais en train d'aller à Montpellier. Avec la famille, les petits, on allait à un spectacle de Mickey, je crois, à Montpellier au Zénith. Et là, qui m'appelle, qui me dit, Steph, t'as vu, Peugeot arrête. C'est sur autohebdo.fr, Peugeot arrête. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? C'est des trucs à la con, hein. C'est sûr que c'est pas possible. Je vais quand même sur le site. Et Peugeot, programme Peugeot, arrêt, stop et fin en rouge, le truc. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai pas eu de nouvelles de l'équipe. Tout le monde est aux États-Unis et moi, je le prends pas au sérieux. Mais j'appelle quand même mon boss, Olivier Kennel, qui me dit, bah ouais, Steph, on n'a pas eu le temps de te prévenir, mais on n'avait pas le droit, blablabla. Et c'est terminé. On arrête. Et là, tu te dis, mais tu passes de tout à rien. T'as la meilleure voiture, la meilleure équipe. Tu viens un rêve, quoi. C'est ce que t'aimes. T'es au Mans, la plus grande course au monde. Et là, plus rien, quoi.
Donc en fait, moi je m'en souviens, j'ai appelé la Kata, j'ai appelé mes équipiers, tout ça, qui étaient tous comme moi, quoi, hein, qui étaient vraiment, qui étaient morts vivants, quoi. Et, euh, et là, j'appelle le docteur Ulrich, direct. Qui s'occupe d'Audi à ce moment-là. Ouais, Hein. big boss d'Audi. Et docteur Ulrich, il me dit, ah, bah, écoute Stéphane, déjà lui, t'es pas au courant ou je suis au courant. Il me dit, laisse-moi 2 semaines et je vois si je peux te prendre ou pas. J'appelle Toy. Toy me dit, on est complet. Donc, aucune chance. Alors là, j'ai même pas été, je suis même pas rentré au spectacle avec mes enfants. Mais je suis resté sur le parking toute la soirée à téléphoner aux équipiers, tout ça, qui étaient tous dans une situation difficile, quoi. C'était un mélange entre t'es sonné et en même temps tu veux trouver une solution pour rebondir, quoi. Ouais, direct. Tu vois, moi, j'ai le soir même, 1 heure après, j'avais déjà appelé les principaux boss pour trouver une solution pour continuer, quoi. Et après, j'ai une solution qui arrive avec un team en LMP2, avec Honda officiel. Alors moi, Honda officiel qui m'appelle pour me prendre. J'appelle mes équipiers, donc Franck Montagnier. Franck me dit, tu vas pas aller faire de la LMP2, c'est bidon, tout ça. Donc, bon, j'appelle les autres, pareil, ils étaient assez négatifs à ça. Mais moi, je voulais rouler, en fait. Moi, ma passion, c'est de rouler. Et puis, je me suis toujours dit que si tu restais à la maison, tu étais oublié rapidement. C'est la loi du sport. Et là, je signe avec Honda, le contrat et tout, pro, nickel, quoi, un contrat. Et là, j'arrive à Sebring, première course. J'arrive tôt la semaine d'avant, je vais les voir à l'équipe. Et là, j'arrive dans une équipe. Il y avait 3 mécanos ou 4 mécanos, petite équipe. Et moi, je passais de chez Peugeot Sport, où franchement, chez Peugeot, ils s'occupaient de moi, mais c'était la folie, quoi. J'avais beaucoup de chance. On avait beaucoup de chance, mais moi, j'étais particulièrement gâté. Chez Peugeot Sport, j'enlevais la cagoule. J'avais quelqu'un qui nous prenait la cagoule. En fait, tu réalises pas à quel point on est assisté, en fait. Too much. Mais quand tu le vis, c'est tellement normal, presque. Ça devient normal, en fait. Et c'était Bob chez Peugeot qui s'occupait de nous, qui était un mec en or, qui était vraiment un top gars pour tous les pilotes. Et du coup, j'arrive dans cette équipe-là, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, j'ai signé chez Honda, mais en fait, c'est pas Honda, je vois les pilotes, mes équipiers. Donc, un Vénézuélien, Enzo Potolicchio, qui finançait la saison, qui était quand même beaucoup plus lourd que moi. Bon, le poids, c'est important aussi en perfo. Ryan Delzel, un Américain, qui était aussi, lui, un bon point, on va dire. Et là, je les vois, je leur dis, les gars, alors, en fait, on a sympathisé, on en a ri après parce qu'on a passé une année de folie. Mais quand je suis arrivé, les pauvres, je les ai attaqués direct. J'ai dit, bon, il faut pas que vous fassiez d'erreur. Il faut que vous rouliez le moins possible. J'ai pas été cool avec eux. Mais après, on est devenus potes et ils m'ont ressorti ça toute la saison, le premier rendez-vous qu'on a eu ensemble. J'ai pas été très cool. Mais je me dis, c'est pas possible. Je vais faire quoi avec ces mecs-là? C'est impossible. Et en fait, pourtant, Ryan, il avait la cote aux US, mais moi, je le connaissais pas. Et du coup, on fait Sebring. Et là, Sebring, l'équipe, petite équipe et tout. Et on fait 3 au général. On gagne la catégorie. Moi, je fais une course, je fais 8 heures ou 9 heures sur 12. Et on fait le podium. Et là, je remonte sur le podium, sur lequel l'année d'avant, j'étais second avec Peugeot. J'étais déçu parce qu'on devait gagner. On voulait gagner Sebring, mais on n'avait pas gagné. Et là, je remonte et les émotions, elles étaient folles parce que j'étais super content d'être sur le podium. Bon, bref, après, on a enchaîné les courses, les pôles. On était en tête de championnat. D'ailleurs, on a gagné le championnat, je pense. On a gagné le championnat. Mais Toyota m'a rappelé et j'ai même pas fait le Mans avec mon équipe. J'ai fait le Mans chez Toyota. Donc, du fait que j'ai voulu redescendre pour continuer, ça m'a permis de rebondir ensuite chez Toy. Donc, quand on est passionné par ce qu'on aime, qu'on a la conviction qu'il faut rouler, il faut toujours travailler, performer, ben ça permet de rebondir, quoi. Et après, j'ai fait 6 ans chez Toy, plus de 6 ans chez Toy. Donc voilà. Après, je suis retourné dans une bonne équipe, dans une équipe pro, ou du moins un constructeur. Mais cette petite année m'a permis de me rendre compte qu'on avait beaucoup de chance. Et du coup, j'ai beaucoup plus savouré après chez Toy que ce que je faisais chez Peugeot, où j'avais l'impression que tout m'était un petit peu dû. Ouais, là encore, tu vois, je trouve que tu te démarques de beaucoup de pilotes parce que le fait de repartir, enfin de redescendre pour remonter, mais à ce moment-là, tu savais pas, enfin t'espérais remonter, mais t'en étais pas sûr du tout. Du tout. Alors a posteriori, c'est facile, tu te dis, ah bah oui, c'est évident, c'est trop super intelligent et tout, mais
Il y en a peu qui l'ont fait. Parce que c'est mettre aussi un peu ton ego de pilote de côté. Ah ouais, clair. Parce que, comme tu le disais, les contrastes, ils doivent être énormes. Ouais. T'es super encadré, t'es la méga star dans le Bah. gros team, et là, tu repasses sur presque de l'anonymat, entre guillemets. Ah ouais, complètement. Psychologiquement, faut quand même bosser un peu, quoi, dans sa tête. Ouais, c'est clair. Ouais, il faut aimer ça, quoi. Il faut vraiment aimer le motorsport. Mais bon, moi, j'étais bien, c'était dans une auto, donc il n'y avait même pas de discussion. Je me sentais pas de rester à la maison. Là, j'avais la chance de faire le WEC, de continuer au bon niveau. En fait, j'avais la bonne voiture. J'ai la bonne voiture, c'est à moi de faire le job, je fais l'épaule. Puis après, mes équipiers, j'essaie de compenser un max. Mais en fait, ouais, je pense qu'il faut jamais lâcher, hein, quoi. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil, de toute façon. Mais ouais, après, ça m'a permis de rebondir et encore plus, parce qu'après, il y a eu la Formule E, il y a eu plein de choses. Donc, heureusement que je n'ai pas refusé ce volant, en fait. Et chez Toyota, donc, je le disais tout à l'heure, il y a eu 2 fois deuxième au V4 du Mans. Malheureusement, il y a toujours eu ce petit truc qui t'a enlevé la victoire. C'est quoi un peu les moments marquants que tu gardes de ces 6 années? Bon, déjà, de très belles rencontres, parce que chez Toy, c'était beaucoup plus gros en termes d'équipe que Peugeot, mais j'ai rencontré des gens extraordinaires, comme Seb Boemi, qui était un de mes équipiers, un mec, lui, un vrai équipier du Mans qui partage les informations, en fait, c'est ça aussi d'être un top driver au Mans. Pour moi, c'est un mec qui va aider ses équipiers. Ah tiens, j'ai vu ça, la piste là, il faut tourner un petit peu plus tôt, il y a plus de grip. Là, tu peux utiliser ça. Là, ça passe mal en dépassement. En fait, c'est plein de petits détails qui font que tu es plus fort si tu t'aides. Et je parle de Seb parce que c'est devenu vraiment un ami et c'est l'exemple number one, en fait, avec Pedro Lamy aussi, Nicolas Minassian, même Franck, mais voilà, des mecs comme ça qui restent, qui sont incroyables. Et en fait, ouais, chez toi, on a vécu des moments de fou où on aurait pu gagner la course. J'étais équipier avec Nakajima et Alex Wurz. Une année, on était en tête. Un capteur qui se met en défaut, qui fait tout cramer. On a sorti d'arnage Kazuki qui se gare, en fait. Ils ont hésité à le changer. Le stop avant, c'était moi. Ils hésitent à le changer, le capteur. Mais ils pensent que c'est un petit problème, rien, c'est un bug. Et lui, il part et le truc, il crame. Donc, en fait, on le changeait, on gagnait la course. C'était quoi? Il y avait tout pour la gagner, en tout cas, on était en tête. Après, après, je passe avec Kobayashi, Kamui, qui est un mec juste, un mec hors norme aussi, qui va très très vite. Mais par contre, comment dire, il garde un petit peu moins de marge, on va dire. Mais un excès d'engagement, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Kamui, ça passe ou ça casse. Donc Kamui, bon, depuis, il a sans doute mûri, mais il arrivait de la F1 et tout aussi, et il connaissait pas le Mans comme on pouvait le connaître, je pense. Donc Kamui, il s'accroche, on est en tête, il s'accroche avec une Porsche. Je sais pas, il abîme la batterie, donc on perd le lead, on se retrouve, on fait 2, je pense. Et une année où là, il y a un pilote qui est dans les descentes qui lui fait signe de partir. Il y a le safety car, on est sous safety car, il y a le feu rouge en bout de pit lane. Il est premier en bout de pit lane et nous, on démarre en électrique et après, on passe en thermique avec la Toy. Et là, il y a le mec qui vient le féliciter, un pilote, habillé en orange comme un commissaire. Et là, le mec qui vient le féliciter, lui, il a cru que c'était un marshal qui lui disait d'y aller. Qu'est-ce qu'il fait, Kamui? Il démarre en thermique, il sort des stands, rouge, le rouge, il est comme ça. Donc, il demande même pas à la radio ce qu'il doit faire. Il a cru qu'il fallait qu'il y aille. Et en fait, il crame l'embrayage de la Toy parce qu'on partait jamais en thermique. Et on abandonne. Alors qu'on était en tête aussi. Voilà. Donc, ça veut dire que il crame la voiture, mais en plus, il aurait pris une pénalité de toute façon parce qu'il était parti avec le rouge. Ouais, exact, ça, c'est sûr. Donc, de toute façon, en fait, c'était carnage, quoi. Mais on roulait quand même très vite. Mais ouais, carnage. Ouais. Alors, comment gâcher en 3 secondes, quoi. Et ça, tu l'as vu de tes yeux, tu l'as vu partir comme ça, et en te disant, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Là, personne n'a compris, en fait. Personne n'a compris, parce que le feu rouge en bout des stands au Bugatti, quoi, au Mans, il est assez gros, le feu. Et c'est juste parce qu'il y a un gars qui a été félicité, un pilote français, en plus. Je me souviens plus son nom, mais... le moment de solitude, quand il vous a expliqué l'histoire de « j'ai vu un gars orange, j'ai cru que c'était un commissaire de vie ». Non, mais tu crois même pas le truc. C'est terrible. Ouais, tu crois que c'est vidéo gag. Même le pilote qui était orange, il a pas dû comprendre non plus. Ah bah il est venu s'excuser et tout, mais Ouais. nous on a vrillé. Hein. Non, on était vraiment déçus. Mais bon,
Déjà, tu pars pas au rouge, mais c'est comme ça. C'est Camouille. C'est Camouille. Bon, enfin, on a roulé très vite. On a de très bons souvenirs. Une année aussi, je pouvais faire la pole, en fait, avec la Toy. Et le premier soir, j'étais vraiment devant. Et ils me laissent pas repartir avec un autre set de pneus. Ils me disent, demain, on améliorera. C'est la Porsche qui prend la pole. Moi, je fais 2. Mais pas loin du tout. En fait, on était bon pour la faire. On avait ce qu'il fallait. Parce que la voiture marchait très, très fort. Et le lendemain, il a plu. Donc, on fait 2. J'ai fait pas mal de fois deuxième aussi en qualif au Mans. Je pense que j'ai au moins fait autant de fois que la pole. J'ai dû faire 4 fois deuxième. Et à quel moment tu fais la transition justement entre l'endurance et la Formule I? Parce que tu es arrivé presque au début de la Formule I. Au tout début. Tu te dis, à un moment, tu fermes le chapitre de l'endurance, tu te dis, bon, bah, j'ai eu plein d'opportunités, mais bon, ça sourira jamais pour moi. Ou tu te dis, j'y reviendrai un jour et je l'aurai enfin cette victoire. Non, non, du tout. En fait, quand j'ai attaqué la FE, c'était en parallèle du Mans. Ok. Donc, en parlant avec des potes, on voit ce championnat qui arrive, dont Seb Bohémy, Nicolas Pierre et tout. Et puis, il y a des potes qui me disent, mais qu'est-ce que vous allez faire ce championnat de Formule E en électrique et tout, c'est bidon, c'est nul. Non, non, nous, on avait envie de faire, parce que plus tu fais, et plus t'es vu, et puis c'est de la compète, c'est des contrats supplémentaires aussi. Et c'est de la technologie, c'est le plus haut niveau. Donc, pareil, là, on se met à postuler pour être pris. Moi, je suis contacté par une toute petite équipe de Monaco qui se monte. En fait, c'est même pas une équipe. C'est Gildo Pastor qui me contacte, qui vient me voir. Gildo Pastor qui est bien connu à Monaco et qui me dit voilà, je monte mon équipe et toi, tu fais du rallye, du circuit, je veux que tu sois mon pilote. Et là, on attaque l'équipe, mais aucune idée de la compétition. Aucune. Donc au début, on se retrouve, on est plutôt très loin en fait. Et je crois que je fais mon premier podium dès la première saison quand même. Et pareil, des moments vraiment géniaux. Et la FE, j'en ai fait pendant plusieurs années, des podiums, pas de victoire, mais de beaux résultats. Et j'ai roulé après sur la Renault avec Tichita. Là, c'était vraiment génial. Et après, je suis devenu pilote de dev et Simu avec Nissan. Je crois que c'était 3 ans, je crois, chez Nissan, jusqu'en 2022. Donc, en fait, en parallèle du Mans, on avait ces championnats-là. Puis on s'éclatait, on roulait tout le temps, en fait. Alors, chez Toy, ça grinçait dedans parce que des fois, on n'était pas dispo, des fois, on arrivait fatigué. On avait des courses un peu partout dans le monde, donc c'était un peu chaud à gérer. Mais là, il y a des pilotes qui le font encore. D'Acosta, Seb, je pense qu'ils sont au moins 7-8 pilotes à faire Le Mans et la FE. Et je pense que c'est compatible et c'est génial de pouvoir faire les deux. Ouais, puis toi qui es quand même fan de data, d'ingénierie, de mise au point, j'imagine que tu t'es éclaté aussi parce que évidemment, c'est pas des moteurs thermiques, mais il y a tout ce travail de nouveaux championnats, de nouvelles constructions, d'apprendre en fait de nouvelles règles et adapter des voitures qui sont connues de personne. Un championnat qui est où il y a beaucoup de combats quand même, beaucoup de dépassements. C'est ça. C'est ça qui t'a attiré? Ce qui m'a plu, c'est vraiment En fait, là, on passait à une étape, en fait, parce qu'on était en hybridation déjà au 24 heures du Mans. Donc, l'hybridation, ça a amené beaucoup de technologie par rapport à l'époque Peugeot où c'était diesel classique. Quand on est arrivé avec l'hybridation au Mans, là, il fallait quand même, en tant que pilote, avoir un autre raisonnement, en fait, de gestion de régénération d'énergie, économie d'énergie. Donc, une autre intelligence de course et de pilotage. Et là, la FE, moi, je me suis dit, ça va m'apporter encore pour Le Mans parce que c'est tellement abouti, c'est tellement le niveau des ingés, c'est un truc de fou, c'est que des ingés qui gèrent tout ça. Les pilotes, c'est les meilleurs pilotes de la planète qui veulent faire la FE et qui sont pas forcément F1 ou qui ont fait de la F1 et tout. Donc, en termes de pilotage, c'était top. En termes d'équipe et de technologie, eh ben, c'était les nouvelles technologies, donc ça permet de nous garder à la pointe de ce qui se fait. Et moi, je m'éclatais à ça, avec des ingés à bosser là-dessus et tout. Même si nous, à la base, on était une petite équipe, on a fait de super courses, super week-ends et des podiums, donc face à tous les constructeurs, parce que en FE, il y avait tous les constructeurs qui étaient engagés, c'était un truc de fou. Puis il y avait pas mal de budget pour développer justement ce que tu avais envie de développer. Les pilotes étaient très bien payés, ça aussi, je pense que c'est toujours quelque chose de cool. On est d'accord. Mais ouais, le fait, tu sentais que vraiment il y avait un développement qui était particulièrement. Enfin, il y avait tous les moyens nécessaires en fait. C'est ça, exactement. Et en fait, on roulait tout le temps en test, les simus, on passait des journées au simu. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à la fin, en fait, en energy management, nous, on faisait les prépas de course.
Alors, il y avait les pilotes titulaires les dernières années chez Nissan, c'est là où il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour bien faire, pour progresser, pour performer. Moi, je roulais au simu pendant que les mecs étaient en piste et on envoyait les stratégies, en fait, et ils mettaient dans la voiture de course les stratégies faites au simu. Donc, comme ça, Incroyable. les pilotes pouvaient se concentrer sur la course, par exemple, ou la qualif, pardon, et nous, on gérait la course, le NM, on appelle ça, l'energy management. On préparait même les tours de qualif pour les températures de disque, on préparait de frein pour être opérationnel au turn one, on va dire. Mais il y avait tellement de choses à faire au simu, parce que c'est exactement comme en réalité, que c'est fabuleux, quoi, d'arriver à ce niveau-là. Tu te dis, en quelques années, le sport auto commence à changer et c'est pas moins intéressant, c'est différent. En tout cas, moi, ça me plaisait beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et toi, t'as jamais eu cette frustration que tu peux entendre chez certains pilotes qui te disent ouais, moi, le simu, j'ai connu avant, enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je trouve que c'est trop éloigné de la réalité. Toi, tu l'as vu vraiment comme un outil supplémentaire. Alors, les simus de première génération, ce qu'on avait chez Peugeot, même on en avait un au début, mais surtout chez Toy, on avait du mal à synchroniser, c'était un peu dur. Bien que le simu de chez Toy, c'était un simu de F1, mais c'était un peu plus compliqué. Mais là, la FE, c'était hyper réaliste. Le simu, c'était pour arriver à faire l'énergie management au simulateur, l'envoyer sur la voiture qui est à l'autre bout du monde et qui l'utilise, c'est quand même que c'est perfo, quoi. Ouais, c'est fou. Donc, mais même, c'était... Bon, déjà, moi, il fallait que je roule pas mal parce que les pilotes titulaires faisaient 2 jours, par exemple. Moi, j'arrivais là, il fallait que je sois prêt. Mais si t'es à 3/4e au tour, tu peux pas faire le boulot. Il faut être dans la bonne pace, dans le bon rythme, pour arriver à mettre des bons réglages, en fait. Mais c'était super intéressant. Puis les ingés, après, ça devient des potes, on est ensemble, on veut que ça gagne, quoi. Et puis après, je suis parti en piste pour aider les pilotes en piste. Ça, c'était un nouveau poste. Et ça m'a énormément plu, où j'étais sur les circuits, sur les courses, j'étais plus au simu. Et sur la course, en fait, j'avais tous les GPS trace, je voyais toutes les traces de tout le monde, les régènes, les lifts, et j'essayais d'aider les pilotes qui étaient eux en piste, Sébastien Bohémy et Max Günther. Et j'essayais de les aider par rapport à la concurrence. Tiens, là, tu perds un petit peu à l'entrée du turn 1, au turn 10, t'es mal en sortie. Et en fait, c'était un nouveau poste qu'on avait créé, mais qui était super intéressant. T'as été un des premiers à faire ça dans un team? Ça a été repris, cette initiative, par la suite? Après, j'ai quitté la FE fin 2022. Ouais. Mais pour moi, c'était un poste qui devenait clé, quoi, qui devenait super important. Parce qu'en plus, j'avais la relation avec les ingés. J'avais tout l'aspect technique qui me plaît, l'aspect avec les pilotes. Et aussi, quand ça se passait mal, je parle d'égal à égal, quoi. J'essayais de les rassurer, de les mettre dans de bonnes dynamiques et tout. Et ce poste-là, il m'a vraiment plu, quoi. C'était vraiment génial. Et d'ailleurs, après, quand je suis parti, ça me dit, mais je vais faire comment sans toi? C'est pas... Après, tu t'habitues à ça. C'est un plus. C'est un peu comme un spotter aux US. Il y en a des spotters pour en Indy ou aux 24 heures de Daytona. On a un gars qui est à la radio qui nous dit s'il faut qu'on passe à droite, à gauche, qui suit toute la course. Bon, c'est un peu différent, mais il y a des spotters qui font ça. Je savais pas que c'est. Ok. C'est un vrai métier aux États-Unis. Ah ouais, spotter, ouais, grave. Incroyable. Des mecs super connus qui font ça. Quoi, super connus dans ce milieu? C'est chose que tu vois pas du tout en Formule 1 pour le coup. Non, je pense pas, non. Pas perdre ma connaissance. Mais en tout cas, voilà, ce que je faisais là en FE, ça me plaisait beaucoup avec Nissan et c'était une super équipe. Et après, j'ai dû arrêter parce que mon team a pris de l'ampleur. Mais ouais, parce que en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'à ce moment-là, tu avais peut-être peur de t'ennuyer et tu t'es dit, tiens, je vais créer mon team en parallèle. Ouais. Tu dois avoir des journées de fou furieux, bah, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais c'est quoi? Donc, Sarrazin Motorsport. Ouais. À la base, c'était pour rouler en rallye tout de suite. C'était quoi ta volonté avec ce team? En fait, bizarre, quoi, je sais pas, c'est bizarre. C'est dans ma tête. Je me suis dit, il faut que je transmette. Non, c'est pas bizarre, c'est cool. Ouais, mais tu te dis, attends, tu finis. Parce que moi, le sport auto, ça m'a tout donné. Et je me suis dit, maintenant que le sport auto m'a tout donné, il faut que je transmette ce que j'ai pu apprendre et tout. Il faut que je le transmette aux jeunes, aux futures générations, on va dire. Et en fait, en 2017, j'ai créé mon team. J'ai lancé le team, Sarrazin Motorsport, on vient de rebaptiser Sarrazin World Rally Team. On n'a pas vraiment communiqué dessus, mais c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, pour devenir plus international par rapport au mondial, au cheval du monde, et aux perspectives d'avenir. Mais en 2017, j'ai commencé avec une voiture et avoir mes premiers pilotes. Et puis voilà, on a grossi. Et maintenant, on fait partie des teams majeurs, on va dire, en France, avec de très beaux programmes.
Et j'espère, on va tout faire pour devenir team major au niveau mondial et sortir des pilotes. Que j'aide des pilotes, voilà, que je les aide à performer, à progresser, à devenir de vrais pilotes pour ceux qui veulent. On a aussi des gentleman drivers, hein, mais bon, c'est un autre job, mais je veux dire que c'est plus facile d'être pilote que d'être patron d'équipe. Beaucoup plus facile. Tu veux dire en termes de stress, en termes de problèmes à gérer? Stress, problème à gérer. T'as bien résumé. Parce qu'en fait, être patron d'une équipe, à part sur les rallyes où là c'est le pur plaisir parce que je suis au point stop, je les accompagne, on parle de réglage, de stratégie, de façon d'aborder la future spéciale, la prochaine spéciale. C'est énorme à vivre. J'ai beaucoup de chance. Je vis des moments de fou. Là, j'ai des pilotes, que ce soit Sarah Rumeau. Sarah, au début, on l'a prise il y a 2 ans, elle était pas du tout à ce niveau-là. Maintenant, elle performe, elle est là, elle est hyper motivée. Ryan Gagny, l'année dernière, on l'a pris, il n'avait pas ce niveau-là. Maintenant, il performe. Des pilotes débutants aussi, comme Adrien Mosca, qui est parti de nulle part et qui commence à être un pilote affirmé. Et Pablo, mon fils. Donc, Ça rajoute une dimension supplémentaire quand même si t'as pas créé Steam pour ça de base. Le fait maintenant de partager ça avec ton fils qui a clairement un talent, ça doit être complètement fou, non? ah ouais, c'est le rêve, en fait. Tu te dis, mais... Parce que moi, j'ai fait l'équipe. Alors lui, il était là, il faisait du kart. Il a fait la monoplace et tout. Mais il était vraiment passionné de rallye, de réglage, parce qu'il me suit depuis qu'il est tout petit. Donc, il est né dans le sport auto. Il est passionné de sport auto depuis toujours. Tu as transmis le virus, ouais. Ouais, ouais. Bon, sur les 3, pour l'instant, il y en a un. Et le dernier, peut-être. Mais ouais, de l'avoir avec nous. De partager des victoires ensemble, des podiums, des émotions comme ça. Alors, avec mes pilotes, c'est déjà énorme. Mais alors, quand c'est ton fils, c'est encore plus. Même si je donne le max pour tous, parce que il faut donner le max à tous les pilotes. Mais là, en émotion, alors, pour le bon comme pour le mauvais, hein, parce que quand tu es au point stop et qu'il n'arrive pas, que tu sais qu'il a eu un problème, l'an dernier au Rouergue, truc de fou. Je le vois, en fait, on a les résultats en live avec les applications de la Fédé, de la FFSA. Je le vois premier, il fait meilleur temps, je l'entends arriver, et là, je le vois pas au point stop. Parce qu'en général, il y a l'arrivée et le point stop est 300-400 mètres après. Je le vois pas arriver. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi Et je vois une autre voiture arriver. Et je vois le gars, je dis, mais il est où, Pablo? Il me dit, je l'ai pas vu. Et en fait, il était sorti après la ligne d'arrivée. Je suis parti en courant sous la pluie et tout. En fait, il avait pas mal noté le virage d'après. Un gamin, quoi, 18 ans. Mal noté le virage d'après, il est sorti après l'arrivée. Baisse un peu de concentration parce que tu te déstresses. Ouais, peut-être, je sais. Mais aussi, en fait, bon, ça arrive à tous les pilotes, je pense, mais quand tu prends tes notes, des fois, l'arrivée, t'as une arrivée, t'as 100 mètres, un frein arrivé. C'est souvent un piège, en fait, parce que les commissaires, ils calculent pas ça, je pense, quand ils mettent en place. Et lui, il a mal noté le virage d'après et tiré tout droit. Et alors, il est passé de premier, et premier en tête du championnat à 0 point, donc c'était assez catastrophique. Oh, la douche froide. Ah ouais. Et puis, en émotion, comme je disais, c'est quand c'est ton fils, quand même, tu sais pas s'il y a eu un accident, même si les voitures sont safe, tu sais pas si ça peut être grave ou pas, donc c'est dur. Je me suis lancé dans une aventure assez compliquée là. Mais bon, à vivre, c'est génial. Je trouve ça fou, la passion. Même si je sais que tu t'étais pas replongé dans ton histoire comme ça depuis très longtemps. T'es plutôt du genre à regarder devant qu'à regarder derrière. C'est ça. Mais je sais que tu aurais encore des millions d'histoires à raconter et je suis sûr que tu vois, quand on va couper les micros, tu vas me dire putain, je t'ai pas parlé de ça, j'aurais dû te parler de ça, j'aurais dû te parler de ça. Mais pour finir chaque épisode, moi j'ai toujours une question rituelle qui va te paraître complètement stupide et t'auras pas tort. C'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ce soit d'un point de vue automobile, d'un point de vue sport auto, d'un point de vue personnel, ce que tu veux. Bah. Continuer à vivre la passion. Voilà. Continuer à s'éclater avec tout le monde, avec l'équipe, avec mes pilotes, mon fils, la famille, voilà. C'est tout ce que je te souhaite. Et je te le dis, là du coup je le mets avec la caméra, mais je vais essayer de faire en sorte d'un jour de faire un rallye à mon niveau ras des pâquerettes, tu vois. Avec plaisir. Mais on peut faire un truc. Mais je t'avoue que ça me chauffe bien. Ouais, avec plaisir. Voilà. En tout cas, merci pour l'accueil. Merci. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup.